Tout le monde pense qu'il est un faux médecin clandestin sans licence, mais il est le meilleur guérisseur du monde. Zeno est un jeune guérisseur talentueux du royaume de Erzit, une nation dont l'histoire a été profondément marquée par les guérisseurs. L'hôpital royal de Erzit est célèbre dans le monde entier pour ses guérisseurs talentueux, qui rendent le monde meilleur, mais Zeno n'est pas comme les autres guérisseurs, qui sont correctement formés et possèdent une licence. Il est un guérisseur autodidacte, opérant dans les bidonvilles sans licence. Il vit dans une grande maison délabrée avec sa servante elfe, Lily, et soigne quiconque peut payer ses honoraires sans poser de questions. Il a un autre colocataire, un fantôme nommé Carmela, qui flotte simplement dans la maison sans rien faire. Un jour ordinaire, après avoir soigné tous les patients qui lui rendent visite, Zeno se rend au domicile d'un patient qui peut le payer plus, et Lily commence à préparer le dîner. Peu après son départ, toute une file multispécifique de ses admirateurs arrive à la clinique, espérant passer du temps avec lui. Parmi eux, il y a la fille lézard Zofia, la stupide Fury Linga et la Dark Elf musclée Love. Les filles commencent à rivaliser pour le droit de voir Zeno en premier et parlent de comment elles veulent qu'il examine leur corps en détail, mais Lily les interrompt avec colère parce qu'elle n'aime pas que quiconque fantasme sur lui. Après avoir calmé les trois filles, Lily les invite à rester pour le dîner, disant qu'elles mangeront ensemble une fois que Zeno sera revenu. Cependant, dès qu'elle sort de la pièce pour faire la lessive, la Fury et la Dark Elf musclée ne peuvent pas retenir leur envie de goûter le délicieux ragoût avant le dîner. Une seule gorgée du plat leur donne envie de plus, et même la fille lézard ne peut pas résister très longtemps. Les trois finissent le ragoût en un temps record, mais elles réalisent alors qu'elles sont dans de sérieux ennuis. Alors qu'elles se demandent comment elles vont l'expliquer, Lily revient et est horrifiée en apprenant que ces filles stupides ont mangé tout leur dîner. Elle commence à se rejeter la faute pour avoir fini la nourriture, mais Carmela arrive alors, furieuse parce qu'elle était vraiment excitée par le dîner de ce soir. Les trois filles sont mortes de peur face à elle et se portent volontaires pour aider Lily à préparer un deuxième repas. Lily leur annonce malheureusement qu'il n'y a plus d'ingrédients, alors elles décident d'apporter les meilleurs ingrédients qu'elles peuvent trouver pour elle. Pendant que les filles s'inquiètent pour le dîner, Zeno rentre chez lui après avoir terminé sa visite à domicile. En chemin, il croise une fille bête nommée Tilly, qui serre son ventre pour supprimer la douleur insupportable qu'elle ressent. Il s'arrête pour examiner ses symptômes, mais c'est alors que le maître de la fille bête arrive, lui demandant où diable elle était. Tilly lui dit qu'elle est allée chez un médecin pour son mal de ventre, mais comme elle n'avait pas d'argent, ils ne l'ont même pas examinée. L'arrogant salaud soupire en l'attrapant par les cheveux, lui demandant si elle pense qu'une esclave comme elle peut avoir un jour de congé en prétendant avoir mal au ventre. Il l'emmène de force pour qu'elle fasse son travail, et Zeno regarde ce drame se dérouler sans rien faire parce que ce n'est pas son affaire. Pendant ce temps, l'homme emmène Tilly au cimetière local et la jette sur une tombe, libérant un fantôme qui entre dans son corps sans que personne ne le remarque. L'homme commence à lui dire de faire la seule chose pour laquelle elle est bonne, c'est-à-dire trouver des objets de valeur cachés dans les tombes, mais comme elle ne répond pas, il la frappe d'un coup de pied. Elle continue à serrer son ventre avec force, et alors que son maître lui ordonne de se mettre au travail, le fantôme commence à prendre le contrôle d'elle. L'abruti ne s'en rend pas compte et commence à repartir, disant à Tilly qu'elle n'aura pas de dîner si elle revient les mains vides. Cependant, elle est maintenant complètement possédée par le fantôme et l'attaque soudainement, lui déchirant les entrailles avec ses griffes. Le salaud réalise qu'il est foutu parce que Tilly ne lui obéit plus, et il s'enfuit aussi vite qu'il peut avec sa blessure qui saigne. Il tombe sur Zeno en chemin et le supplie de le sauver de son esclave devenu incontrôlable, mais Zeno répond qu'il n'a pas de temps à perdre pour des arrogants comme lui. C'est alors que Tilly arrive, et Zeno peut voir l'énergie sombre qui l'entoure. Il demande au salaud d'où ils viennent, et il répond qu'il faisait un peu de jardinage. Zeno n'y croit pas, mais le salaud s'en fiche. Il lui demande de maîtriser son esclave sauvage et promet une récompense en échange. Soudain, Tilly bondit à nouveau sur le salaud, et Zeno le sauve rapidement avant de le jeter sur le côté. La fille bête le marque comme sa prochaine cible et lui lance des pierres avec toute sa force. Zeno esquive facilement toutes les pierres qui auraient pu lui faire des trous dans le corps, et le salaud pense qu'il peut vaincre Tilly. Cependant, Zeno répond qu'il est un guérisseur, et que tuer des gens est généralement mal vu dans son métier. C'est alors que Tilly leur lance un énorme rocher, et Zeno le réduit en miettes d'un coup de poing magique. Tilly se précipite alors vers lui à grande vitesse, et il esquive quelques attaques avant de la laisser frapper sa barrière magique, ce qui l'envoie voler dans un bâtiment. Elle parvient à sortir des décombres malgré ses graves blessures, mais à cause de cela, le fantôme commence à perdre son contrôle sur elle. Zeno est enfin sûr de ce qui la tracasse, mais alors qu'il essaie de l'aider, Tilly lui mord le bras. Zeno s'en moque et utilise immédiatement sa magie de guérison sur elle, soignant ses blessures et expulsant le fantôme qui la possède. Il purifie également le fantôme avec ses pouvoirs, puis déclare qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui. Le riche salaud voit tout cela et croit enfin que Zeno est un guérisseur compétent. Il lui demande de le sauver, mais Zeno répond qu'il a déjà atteint son quota pour aujourd'hui. L'homme se plaint qu'il est en train de mourir et exige qu'il le soigne immédiatement, et Zeno lui dit que cela lui coûtera plus cher. L'homme jette sa bourse devant lui pour couvrir les frais,
mais Zeno lui dit que ce n'est pas assez. L'homme se met en colère et menace de se plaindre à l'ordre des médecins pour des tarifs trop élevés, mais Zeno lui dit d'y aller parce qu'il n'a pas de licence. Il a alors soudainement une idée et dit qu'il prendra la fille bête comme le reste de son paiement. Le riche salaud accepte immédiatement l'accord, et Zeno ne perd pas de temps à le soigner. Après cela, il reste avec la fille bête inconsciente jusqu'à ce qu'elle se réveille, et sa douleur au ventre revient. Elle demande à Zeno qui il est, et il lui montre les documents, disant qu'il est son nouveau maître. Il passe alors immédiatement aux choses sérieuses et dit à Tilly de se déshabiller parce qu'il doit vérifier quelque chose. Elle panique, pensant que son nouveau maître est un pervers, mais comme elle est une esclave, elle n'a pas le choix. Tilly enlève sa chemise, et Zeno voit un calcul biliaire qui cause toute sa douleur. Il commence à dire des trucs médicaux incompréhensibles comme s'il était docteur House, puis utilise sa magie pour retirer le calcul biliaire de son corps. Tilly se sent immédiatement mieux et demande à Zeno comment il a fait cela, et il répond qu'il a utilisé la magie pour l'ouvrir, retirer la pierre et la refermer en une seconde. Tilly ne peut pas croire que cela soit possible, mais Zeno aime être humble parfois et dit que n'importe quel guérisseur aurait pu faire ça. Tilly ne peut que le remercier de l'avoir guéri, mais Zeno dit qu'il ne veut pas de ses remerciements. Au lieu de cela, il veut qu'elle rembourse le montant qu'elle lui a coûté. Tilly est prête à tout faire pour lui, commençant par une Gug Glock 3000, mais Zeno n'est pas un simple bêta, et il lui dit de trouver une herbe spéciale pour lui. Tilly est déçue, mais elle trouve quand même l'herbe spéciale pour lui, et Zeno lui dit qu'elle a maintenant entièrement remboursé sa dette. Elle ne comprend pas s'il plaisante ou dit la vérité, alors Zeno lui dit qu'il n'aurait pas trouvé ces herbes sans elle, donc elle a vraiment remboursé son achat, et maintenant elle est libre d'aller où elle veut. Tilly ne peut pas y croire, mais Zeno déchire le contrat d'esclavage, lui disant qu'elle est maintenant maîtresse de sa vie. Elle est émue et le remercie pour son aide, et Zeno lui demande de venir à sa clinique si elle a besoin d'un guérisseur, mais il l'avertit aussi que ses honoraires sont un peu élevés. Sur ce, il rentre chez lui juste à temps pour que ses 3 admiratrices reviennent avec les ingrédients pour leur dîner. Zeno se souvient de l'époque où il était membre du vénéré Phénix d'Or, qui est devenu l'un des groupes d'aventuriers les plus puissants du royaume. Un jour, le chef du groupe, nommé Aston, dit à Zeno qu'ils ne veulent plus d'un pauvre habitant des bidonvilles dans leur groupe et lui donne une pièce d'or comme indemnité de départ. Aston prétend que Zeno est de toute façon bon à rien et qu'ils sont bien mieux sans lui. Zeno est confus parce qu'il est un guérisseur très puissant qui a aidé le groupe depuis sa création, mais Aston en rit, prétendant qu'il est un pauvre idiot autodidacte qui n'a jamais eu de licence officielle de guérisseur, ce qui le rend complètement inutile. Zeno le regarde et dit qu'il pensait qu'ils étaient amis, mais Aston rit à sa vue avec ses amis, se moquant de Zeno et prétendant qu'il n'était qu'un bouclier humain pour eux et rien de plus. Aston lui dit que maintenant qu'ils sont le groupe le plus puissant du royaume, ils sont essentiellement des célébrités, et ce n'est pas une bonne image d'avoir un habitant des bidonvilles dans un groupe rempli de nobles aristocratiques. Il prétend que la pièce d'or devrait être plus que suffisante pour qu'il aille n'importe où et qu'il ne devrait jamais ouvrir la bouche sur le fait qu'il ait été dans leur groupe. Zeno réalise que c'est essentiellement de l'argent pour le faire taire, alors il se lève et quitte la pièce, en réfléchissant à ce qu'il va faire de sa vie maintenant. En marchant sans but, il entend soudain le son de quelqu'un qui lutte et va enquêter. Il s'avère que c'est un homme et une femme qui essaient de maîtriser une esclave elfe pour la vendre à un noble laid, mais l'esclave essaie de se battre et de s'enfuir, ce qui force l'homme à lui tirer une flèche dans la jambe. Il s'approche et l'attrape par le col, mais l'elfe est fougueuse et mord la main de son agresseur, ce qui l'énerve encore plus. L'homme prend alors son poignard et la poignarde dans le ventre, énervant la femme, qui le traite d'idiot pour avoir ruiné leurs marchandises. Zeno les regarde se disputer sur le corps de l'esclave dans une flaque de sang, et il décide d'intervenir rapidement. Il leur offre la pièce d'or en échange de l'esclave, et la femme accepte immédiatement puisque la fille est pratiquement morte. Le duo disparaît immédiatement dans l'obscurité tandis que Zeno commence rapidement à examiner sa blessure. L'esclave pense qu'elle est déjà morte, mais Zeno est un guérisseur incroyable et la soigne facilement jusqu'à ce qu'elle soit en pleine santé. L'esclave est complètement surprise puisqu'elle n'a même rien senti et remercie Zeno pour son aide. Elle se présente comme Lily et s'inquiète immédiatement pour la pièce d'or que Zeno a payée pour elle. Zeno s'en rend compte et lui dit de ne pas s'inquiéter du tout, car ce n'était pas grave. En réalité, il n'était pas trop enthousiaste à l'idée de garder l'argent de pitié d'un salaud comme Aston de toute façon. Lily demande si Zeno est un guérisseur mondialement connu, mais il répond qu'il n'est personne et qu'il n'a même pas de licence de guérison. Il lui demande alors où elle vit, mais elle répond qu'elle a faim et est sans abri. Zeno décide de la prendre sous son aile et l'emmène dans une petite taverne, où il lui procure de meilleurs vêtements et de la nourriture chaude. Lily mange avec voracité, demandant si Zeno ne va pas manger quelque chose, à quoi il répond qu'il n'a pas faim, alors qu'en réalité, il n'a plus d'argent pour acheter de la nourriture. Alors qu'il réfléchissait à comment trouver un travail, un homme lézard entre dans la taverne, demandant de l'eau. Il s'assoit sur une chaise avec du sang qui coule de son bras, apparemment à cause d'un trou de balle. Zeno s'approche de lui et examine sa blessure, affirmant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, car ce n'est qu'une égratignure. L'homme lézard pense que Zeno se moque de lui, mais sans un mot de plus,
Zeno lève les bras et chante le sort de guérison, qui soigne immédiatement la blessure de l'homme lézard. L'homme lézard est choqué mais heureux en même temps et donne immédiatement de l'argent à Zeno avant de quitter la taverne. Zeno est un peu confus parce que c'est la première fois qu'on le paie pour avoir soigné quelqu'un. Lily affirme que cela lui semble assez normal, car les guérisseurs facturent des honoraires pour soigner quelqu'un. Zeno décide qu'il va vivre selon ce concept à partir de maintenant et ouvrir sa propre clinique. Un problème est que, puisqu'il vient des bidonvilles, obtenir une licence pour une opération légale serait presque impossible, donc il devra probablement être un guérisseur clandestin qui travaille illégalement. Lily semble assez heureuse de cette décision et promet de l'aider toute sa vie. Zeno ne veut pas vraiment entraîner une si jeune fille dans une opération illégale, mais comme il ne peut pas abandonner Lily ainsi, il décide de la laisser avec lui pour l'instant. Il l'emmène dans une partie abandonnée de la ville où la plupart des maisons sont détruites, et pas une âme ne se promène. Lily demande pourquoi ils sont dans un endroit si mauvais, et Zeno répond qu'ils doivent rester un peu loin du centre-ville parce qu'ils doivent rester discrets. Il dit qu'il cherche une maison intacte pour en faire son foyer et repère enfin une maison qui n'est pas trop mal en point. Il commence à inspecter toute la maison, même si elle semble être en assez mauvais état. Zeno est simplement heureux d'avoir un toit au-dessus de sa tête, car pendant la majeure partie de sa vie, il a dû dormir à la belle étoile lorsqu'il était dans son ancien groupe. Lily utilise sa magie de lumière pour illuminer la zone, et Zeno commence à tout vérifier quand soudain il tombe sur une spectre, qui n'est autre que Carmela elle-même. Lily se cache derrière Zeno, pensant que c'est la fin, car les spectres sont les monstres morts-vivants les plus puissants, réputés avoir le toucher de la mort. Carmela sourit en voyant de la chair fraîche entrer dans son palais et décide de les attaquer, mais Zeno lance calmement sa magie de guérison, ce qui fait disparaître ses bras. Elle est choquée de voir un humain se défendre, tandis que Lily le regarde, surprise, demandant comment diable il combat un spectre. Zeno a l'air confus et dit qu'il ne voit pas où est le problème, puisqu'il a déjà combattu des centaines d'entre eux. Il s'avère que chaque fois qu'Aston voulait s'amuser, il envoyait Zeno dans les donjons les plus profonds, où il était forcé d'affronter des spectres, mais Zeno a vite réalisé qu'ils sont en fait faibles face à sa magie de guérison. De retour dans le présent, Zeno s'excuse auprès de Carmela mais dit qu'il veut rester ici et qu'il essaiera de ne pas la déranger. La spectre décide d'attaquer à nouveau, mais Zeno la repousse facilement. Carmela est agacée car elle est la reine des spectres, et aucun humain n'a jamais osé la défier auparavant. Elle lève les mains et appelle une petite armée de spectres pour s'occuper de Zeno, mais le guérisseur clandestin est trop fort pour eux et lance un Dail, qui tue immédiatement tous les spectres de bas niveau, laissant Carmela seule. Zeno s'excuse à nouveau d'avoir fait irruption comme ça et demande s'il pourrait au moins avoir une seule pièce pour diriger sa clinique. Carmela, réalisant que cet humain est différent, accepte de partager l'espace mais dit que le deuxième étage et ses quartiers privés avant de disparaître. Quelques jours passent après cela, mais la pièce commence bientôt à ressembler davantage à une clinique, alors qu'ils font quelques ajustements finaux. Lily demande s'ils devraient faire de la publicité, mais Zeno dit qu'ils n'ont rien à faire. C'est alors que la porte s'ouvre, et l'homme lézard entre à nouveau. Il se présente comme Zan et dit à Zeno que cette fois, il a amené sa sœur avec lui. La sœur regarde Zeno, demandant s'il peut s'occuper de la blessure à son bras. Zeno réalise qu'elle a dû être touchée par une balle empoisonnée magique, qui a complètement infecté son bras. Il dit que le bras devra être amputé, car il est déjà mort. La femme le regarde et demande combien elle devra payer, et Zeno cite 100 000 $. Zan est outré parce que c'est bien au-dessus du tarif du marché pour une simple amputation, mais la femme le calme, disant que Zeno est intelligent et c'est qu'elle est Zofia, la chef du clan des lézards. Zeno ne le savait pas en fait, mais il a déjà entendu ce nom, car il y a des chefs de clans majeurs dans les bidonvilles, dont Zofia, qui vole les riches et distribue aux pauvres. Zofia lui demande de justifier un prix si élevé, et Zeno répond sèchement que régénérer un nouveau bras demande beaucoup d'énergie. Cela la laisse stupéfaite alors qu'elle demande « Qu'est-ce qu'il veut dire par régénérer ?» Il a l'air confus et dit qu'il va lui couper le bras et lui en donner un nouveau. Zofia est choquée mais lui dit que s'il peut faire ça, alors elle lui paiera l'argent qu'il demande. Bientôt, il l'allonge sur la table et utilise un scalpel éthéré pour amputer son bras avant d'en régénérer un tout nouveau. Zeno est surpris d'apprendre que les guérisseurs ne font normalement pas ce genre de choses, tandis que Zofia le remercie pour son aide, disant qu'elle enverra probablement plus de gens vers lui pour se faire soigner. Quelques jours passent quand, une nuit, après s'être occupé des patients, Zeno s'assoit pour prendre le thé avec Carmela et Lily. Lily demande « Pourquoi les lézards sont-ils toujours blessés quand ils viennent à lui pour de l'aide ?» Zeno dit qu'il y a 3 factions dans les bidonvilles souterrains qui sont constamment en guerre, les lézards, les ors et les furies. C'est alors qu'il sent quelque chose, et la porte s'ouvre alors qu'un groupe de furies entre dans la pièce avec une fille demi-humaine, qui se présente comme Linga, la chef des furies. Zeno sait qu'elle gère toutes les opérations de jeu et est une vraie tyran, alors il lui dit qu'ils sont fermés pour la journée, mais que si c'est une urgence, il peut jeter un coup d'œil. Linga rit et dit que peu importe combien de fois ils battent les lézards, ils reviennent toujours complètement guéris, et elle a appris que Zeno est celui qui les soigne. Sur ce, elle prend une grande hache et commence à marcher vers lui,
disant qu'elle va le tuer pour qu'il ne puisse plus aider les lézards. Elle bondit sur lui, mais le bouclier autour de lui brise la hache. Tous les furies commencent à l'attaquer, mais cela n'a aucun effet sur lui, alors il commence à saccager son lieu. Il essaie de les arrêter, mais il n'écoute pas, quand soudain Carmela apparaît, furieuse de la destruction de sa maison. Tous les furies se pissent dessus en voyant une spectre en colère contre eux, mais avant qu'elle ne les supprime, Zeno l'arrête, disant que cette clinique est pour sauver des vies et non pour les prendre. Carmela décide de le laisser tranquille et remonte, tandis que Linga s'effondre immédiatement sur le sol, demandant pardon, car un homme qui peut affronter une spectre peut supprimer tous les furies d'un coup. Zeno leur dit de ne pas s'inquiéter, car il réalise qu'il a probablement une nouvelle source de clients pour sa clinique. Sa clinique est en plein essor depuis un moment déjà, car il reçoit constamment des patients de la faction des lézards ainsi que de la faction des furies. À part eux, un orc est également arrivé, et il informe Zeno que leur chef, la grande dame Loo, est malade, et qu'il veut qu'il l'examine. Zeno lui dit d'amener la dame à la clinique, mais l'orc refuse, affirmant que dame Loo ne peut même pas bouger pour le moment, et que les furies et les hommes lézards sont constamment autour, apportant des cadeaux et construisant des structures. Dame Loo ne peut pas prendre le risque de venir dans un endroit entouré d'autant d'ennemis. Zeno pousse un soupir épuisé et décide de suivre l'orc jusqu'à leur tanière. Il traverse des grottes sombres avant d'arriver à une clairière, où il trouve une belle momie musclée assise sur un trône, entourée d'un groupe d'orques. Il se présente, mais Loo affirme qu'elle sait déjà qui il est, puisque les lézards et les furies ne cessent de vanter combien le nouveau guérisseur souterrain est un Sigma. Zeno est agacé par cela, car il ne veut pas trop de publicité pour sa clinique, cela pourrait attirer des ennuis avec les autorités, puisqu'il n'a aucune licence. Il demande quel est son problème, et elle le défie plutôt de trouver le problème lui-même. Zeno s'approche calmement d'elle et examine tout son corps pour une blessure externe mais n'en trouve aucune. Après cela, il décide de vérifier si elle a des blessures internes et se rend vite compte qu'il y a une masse dans son estomac, qui n'est pas un bébé, mais une pierre de mana. Il la regarde et lui demande à ce sujet, quand elle lui dit que c'est une pierre explosive qu'elle a fini par avaler. Zeno demande si quelqu'un a tenté de l'empoisonner, mais elle affirme que ce n'est rien de tel et qu'elle l'a juste avalé par accident en mangeant des boulettes de riz. Zeno se retourne et lui dit de laisser passer un peu de temps, car elle l'évacuera bientôt d'elle-même, mais Loo l'arrête, affirmant qu'elle l'a accidentellement mâché un peu, ce qui rend la pierre très volatile, et si elle bouge ne serait-ce qu'un peu, elle pourrait exploser. Les orques l'entourent immédiatement, affirmant qu'ils mourront avec elle mais ne la quitteront pas. Zeno ne se soucie pas vraiment de ce mélodrame et veut partir, mais Loo prétend qu'elle a un énorme trésor caché dans l'un des coffres, et qu'elle veut qu'il l'ait. Il est un peu confus par cela et pense qu'elle plaisante, mais Loo lui lance immédiatement une clé en or, lui disant qu'il peut ouvrir le trésor avec ça. Zeno demande pourquoi elle fait cela, et Loo affirme qu'elle a entendu dire que Zeno demande toujours un prix équitable, mais pour les enfants, il ne prend pas un seul centime. Elle aime vraiment ça chez lui et veut qu'il continue le bon travail qu'il a fait. Zeno soupire et décide enfin de régler le problème. Alors qu'il se retourne et s'approche d'elle, sortant son scalpel magique, il lui ouvre l'estomac. Les orques sont horrifiés et tentent de l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse même l'entourer, il sort la pierre de mana et guérit son estomac. Elle est choquée par cela, car elle n'a jamais vu ça auparavant, mais avertit immédiatement Zeno qu'il devrait la jeter avant qu'elle n'explose. Zeno, cependant, ne bronche même pas et attrape la pierre entre ses poings quand elle explose violemment. Après que la poussière soit retombée, Loo est complètement abasourdi de voir qu'il n'y a même pas une égratignure sur Zeno, qui se secoue avant de relancer la clé à Loo et de partir. Loo l'arrête et lui demande pourquoi il l'a guéri alors qu'il aurait pu simplement garder tout l'argent pour lui, mais Zeno affirme qu'il prend un prix équitable, et ce qu'elle lui offrait était trop pour une simple opération. Après ce jour, les chefs des 3 factions commencent à lui rendre régulièrement visite, même sans raison. Zeno met ça sur le compte de leur oisiveté totale, mais Lily soupçonne qu'il l'apprécie, ce que confirme Carmela, qui affirme que les 3 chefs sont complètement amoureux de lui et vont bientôt se faire la guerre pour lui. Zeno ignore cela, affirmant qu'il est juste un guérisseur sans particularité et rien d'autre, mais les paroles de Carmela s'avèrent vraies quand, un jour, les 3 chefs de faction lui rendent visite un par un, apportant des cadeaux et de la nourriture tout en affirmant qu'ils vont faire la guerre le lendemain. Le lendemain matin, les 3 factions se rencontrent sur le champ de bataille avec leurs hommes, discutant entre eux alors qu'ils se préparent à décider qui est le roi incontesté des bas-fonds. Avant que le combat ne commence, cependant, Zeno et Lily arrivent dans le stade, mais au lieu d'arrêter le combat, le médecin souterrain leur dit de se défouler une bonne fois pour toutes. Avec cette affirmation, Zofia tente de tirer le premier sang en sortant ses dagues et en attaquant Linga, mais la furie est rapide et parvient à esquiver l'attaque. L'orque décide de rejoindre l'action et saute sur Zofia, mais elle esquive l'attaque et recule. C'est alors que l'enfer se déchaîne, car toutes les factions commencent à s'entretailler et à se frapper dans un combat mortel, tandis que les chefs de chaque faction échangent des coups mortels avec l'intention de tuer. Lily semble très perturbée par tout cela, mais bientôt les choses prennent un tour étrange alors qu'ils continuent à se battre toute la journée, mais pour une raison quelconque,
personne ne meurt ou ne abandonne, et toutes leurs blessures guérissent magiquement. Finalement, les chefs réalisent que Zeno les guérit tous en même temps, et il répond qu'il se fiche de combien de temps ils se battent, mais qu'ils sont ses patients, donc il continuera à les guérir. À ce stade, les chefs se mettent à rire en réalisant à quel point c'est stupide. Ils décident de faire une trêve et de gouverner les bas-fonds ensemble en paix. Lily semble vraiment contente de cela, tandis que Zeno affirme qu'il va leur facturer beaucoup d'argent, car guérir autant de gens à la fois est un travail très difficile. Quelques jours passent lorsque Zofia et son frère visitent à nouveau la clinique de Zeno pour se faire soigner. Linga et Lo sont également là, en train de se détendre, tandis que Zeno demande à Zofia comment elle s'est blessée cette fois. Zofia affirme qu'elle est une voleuse qui choisit des nobles très riches et leur vole avant de distribuer la richesse aux pauvres habitants des bidonvilles, et hier, alors qu'elle faisait cela, elle a fini par avoir une altercation avec les gardes royaux et s'est blessée. Son frère affirme que son cas était différent, car une femme folle nommée Krishna l'a attrapée en plein air et a commencé à lui tirer dessus comme une vraie américaine. Carmela sourit et dit à Zeno qu'elle a l'impression que cette Krishna pourrait lui rendre visite bientôt, car il a réussi à unir les trois factions en guerre pour la première fois depuis des années, et les nobles pourraient trouver cela menaçant. Zeno affirme qu'il ne veut pas s'occuper de tout cela et s'assoit pour manger le festin que Lily a préparé pour eux tous. Les paroles de Carmela s'avèrent vraies, car la femme connue sous le nom de Krishna est déjà entrée dans les bidonvilles et est choquée de voir la paix, alors que les furies jouent aux cartes avec les lézards tandis que les orques et les furies plaisantent et rient. Elle repère un lézard assis tranquillement et buvant de la bière, alors elle s'approche de lui, affirmant que ça fait longtemps depuis sa dernière visite dans les bidonvilles, et que les choses ont semblé beaucoup changer. Le lézard la regarde et affirme que maintenant qu'ils se connaissent tous, ils ont réalisé qu'ils sont tous les mêmes, donc il n'y a aucune raison de se battre. La femme lui demande qui était le médiateur qui a arrêté la guerre, mais le lézard affirme que le médiateur aime garder un profil bas, donc il ne donnera pas son nom. À cela, la femme folle l'attrape par le col et lui enfonce son pistolet dans le ventre, le menaçant de tirer, mais il refuse toujours de livrer Zeno et parvient à crier à l'aide. Heureusement, Zofia et son frère marchaient à proximité, ce qui oblige la femme à s'enfuir, mais elle remarque que les blessures à la main de Zofia semblent déjà guéries. Elle traverse la ville et finit par tomber sur la clinique de Zeno tard dans la nuit. Elle entre dans la pièce, lui demandant des indications pour rejoindre la ville, mais au moment où il essaie de l'aider, elle sort immédiatement son pistolet et lui tire une grenade fumigène dessus, tandis que Lily regarde horrifiée, se demandant ce qui va se passer maintenant. La femme dit qu'elle enquêtait depuis un certain temps sur un kidnappeur ciblant les elfes, et qu'elle l'a enfin trouvé aujourd'hui. Lily essaie de lui dire que Zeno n'est pas un kidnappeur, mais la femme refuse de l'écouter, disant qu'adopter des enfants d'autres espèces est illégal sans passer par les canaux appropriés. Lily panique et lui dit que Zeno l'a sauvée, et la femme réalise qu'elle a sauté aux conclusions. Elle assure à Lily qu'elle a seulement tiré une balle de gaz endormant sur lui et qu'il ne mourra pas, mais elle est stupéfaite lorsque Zeno sort du nuage de gaz parfaitement indemne. La femme s'excuse auprès de lui pour avoir tiré sans avertissement, mais lui demande ensuite comment il peut être indemne. Zeno répond qu'il a simplement bloqué son attaque avec une magie défensive normale, et elle a du mal à le croire. Elle affirme que personne ne peut arrêter ses balles magiques, mais ce serait différent si Zeno était un magicien génial qui avait consacré toute sa vie à étudier la magie défensive. Zeno lui dit qu'il n'est rien de tel, mais la femme refuse de le croire, disant qu'il pourrait vouloir rester discret mais qu'il ne peut pas trahir Krishna, la vice-commandante des chevaliers royaux. Zeno et Lily sont inquiets en apprenant la véritable identité de la femme, et elle leur demande de coopérer avec elle pour sa mission d'enquête. Zeno envoie immédiatement un signal aux trois chefs pour qu'ils restent loin de sa maison, espérant qu'ils sont assez intelligents pour le suivre. Il s'assoit ensuite pour discuter avec Krishna, qui lui dit qu'il est du devoir de tous les citoyens de coopérer avec les chevaliers royaux, et qu'elle veut son aide pour arrêter la personne qui a mis fin à des décennies d'hostilité entre les trois espèces demi-humaines. Zeno panique en réalisant que la femme folle est là pour l'arrêter, mais Krishna continue son discours, disant que quiconque peut contrôler les trois tribus demi-humaines doit être vraiment puissant, et qu'elle ne peut pas laisser quelqu'un comme ça errer librement car il pourrait devenir une menace pour l'ordre de la ville. Elle explique qu'elle a essayé de faire parler les habitants des bas-fonds sur son identité, et que cela la rend encore plus certaine que l'homme dans l'ombre est un maître manipulateur maléfique qui excelle à contrôler les gens. Zeno essaie nerveusement de la convaincre que la personne qu'elle cherche pourrait simplement vouloir rester discrète, mais Krishna refuse de le croire et dit qu'une personne qui peut unir les trois tribus pourrait bientôt devenir une menace pour tout le pays. Zeno suggère alors que, comme il est déjà très tard, elle devrait rentrer chez elle. Il propose de lui montrer le chemin vers la ville, mais alors qu'elle se prépare à partir, Krishna repère un lit vide dans un coin. Zeno lui dit qu'il était sur le point de jeter ce lit car il n'est plus utilisé, et elle lui dit immédiatement qu'elle va l'utiliser à partir de maintenant. Zeno est confus, alors Krishna lui dit qu'elle a besoin d'une base d'opération près des bas-fonds pour trouver sa cible, et c'est pourquoi elle va rester ici pour le moment. Elle dit à Zeno qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle paiera le loyer, et Carmela descend pour le taquiner à propos d'une autre femme dangereuse qui a fait irruption dans sa vie.
Krishna utilise son autorité pour forcer Zeno à la laisser rester chez lui, mais cela rend Lily très jalouse. Pour montrer à Krishna qu'elle est la fille numéro 1 de Zeno, Lily grimpe sur ses genoux et le fait caresser ses cheveux. Voyant cela, Carmela redescend sous sa forme invisible et taquine Zeno en lui chuchotant à l'oreille, ce qui le panique. Ensuite, Lily continue d'essayer de montrer à quel point elle est proche de Zeno, mais malheureusement, Krishna est trop occupé à souffler sur son thé pour y prêter attention. Lily finit par s'endormir rapidement, et après l'avoir bordé, Zeno retourne parler avec Krishna. Elle lui demande des détails sur l'incident où il a sauvé Lily des kidnappeurs, mais il ne s'en souvient pas beaucoup. Krishna réfléchit un moment, puis en vient à sa mission principale de trouver le médiateur. Elle croit toujours que Zeno est un mage génial qui a maîtrisé la magie défensive, et elle veut savoir s'il y avait quelqu'un comme lui qui avait consacré sa vie à la magie de guérison, pourrait-il régénérer des bras? Zeno lui demande si ce n'est pas normal pour des guérisseurs compétents, mais Krishna ne l'entend pas à cause du son de sa propre voix. Elle dit que seul un saint ou des guérisseurs de très haut niveau peuvent régénérer des membres perdus, et Zeno lui demande en quoi cela importe. Elle lui dit qu'elle a gravement blessé le bras de Zofia lors d'un combat plus tôt, mais quand elle est venue dans les bas-fonds hier, son bras était complètement guéri. Krishna dit que si c'est l'œuvre d'un guérisseur de haut niveau vivant dans les bas-fonds, il doit avoir une autorité considérable ici, et il pourrait être le médiateur qu'elle cherche. Zeno lui demande ce qui la rend si agressive et passionnée par les bas-fonds, et Krishna lui dit que sa mère, une femme gentille qui venait nourrir les pauvres dans les bas-fonds tous les jours, a été tuée dans les bas-fonds par quelqu'un qui a essayé de voler son alliance. Elle a juré de devenir une héroïne qui apporterait la justice à ces criminels vivant dans les bas-fonds et a travaillé dur pour devenir la plus jeune vice-commandante des chevaliers. Le lendemain, Krishna part enquêter à nouveau dans les bas-fonds, disant à Zeno qu'elle reviendra la nuit, et entre-temps, Zofia lui rend visite. Alors qu'il la soigne, Zeno ne cesse de penser à l'histoire de Krishna, mais Carmela lui dit que ce n'est rien d'inhabituel et qu'il ne devrait pas s'en préoccuper autant. Juste au moment où Zeno finit de soigner Zofia, Krishna rentre à la maison, et les deux femmes entrent immédiatement dans une confrontation. Lily essaie d'intervenir, disant que Zofia s'est aussi perdue et a fini ici, mais Krishna refuse de le croire. Elle demande à Zofia des informations sur le médiateur qui l'a guéri, affirmant que c'est un homme maléfique qui unit les gens des bas-fonds pour mener une rébellion. Zofia se moque d'elle, disant que les gens maléfiques se trouvent dans toutes les couches de la société, mais Krishna est une classiste qui ne trouve des défauts qu'aux habitants des bas-fonds. Elle lui dit que la personne derrière le réseau de kidnapping qu'elle enquête est un noble haut placé, mais les chevaliers royaux n'ont même pas essayé de l'enquêter malgré des preuves évidentes. Krishna refuse de la croire, mais Zofia traite son sens de la justice de faux et dit que le médiateur est une bien meilleure personne qu'elle, quelqu'un qui ne se soucie pas de la hiérarchie ou de la politique et qui sauve simplement les gens qui ont besoin de son aide. Krishna devient furieuse et décide de lui tirer dessus, mais Zeno se place entre elles, disant à la chevalière qu'il ne la laissera pas tirer sur sa patiente. Krishna lui demande de quoi il parle, et Zeno décide de se confesser. Il lui dit qu'il est le guérisseur et le médiateur qu'elle recherche, mais elle ne le croit pas. Elle affirme qu'il est un expert en magie défensive et qu'il ne peut pas avoir maîtrisé la magie de guérison en même temps, donc il lui ment. Cependant, elle est maintenant sûre que même lui est du côté des demi-humains et du médiateur, alors elle décide de rompre tout lien avec lui. Elle lui dit qu'elle trouvera un autre endroit où rester et travailler dans les bas-fonds car elle ne peut pas laisser son image de chevalière parfaite être entachée en restant avec lui. Elle quitte la clinique avec ça et part dans la direction opposée au bas-fond. Zeno pense qu'elle s'est perdue dans une rue à sens unique, mais au lieu de cela, Krishna se rend directement à la maison du noble nommé Kalindor, que Zofia a accusé d'être le chef du réseau de kidnapping. Krishna dit à Kalindor que récemment, la criminalité a augmenté dans cette région, et qu'elle est là pour faire une inspection surprise de la sécurité de son manoir. Kalindor accepte volontiers qu'elle vérifie la sécurité de sa maison, et Krishna ne trouve rien d'inhabituel, ce qui lui fait penser que Zofia parlait sous le coup de la colère plus tôt. Cependant, alors qu'elle est sur le point de repartir, Krishna remarque quelque chose d'étrange dans la répartition des gardes. Elle se rend compte qu'il y a trop de gardes chez Kalindor, et la plupart sont postés près de la porte arrière. Elle décide d'enquêter davantage et trouve une prison souterraine pleine de victimes de kidnapping. Elle dit aux enfants de ne pas s'inquiéter car elle est là pour les sauver, mais quelqu'un lui tire alors dans le dos. Krishna se retourne pour voir Kalindor, qui lui a tiré dessus avec ses propres armes qui avaient été confisquées avant qu'elle n'entre dans son manoir. Il lui tire à nouveau dessus, détruisant son bras, puis se moque d'elle, disant que la célèbre rose de fer a été réduite à une femme impuissante devant lui. Krishna réalise qu'elle ne pourra peut-être sauver personne maintenant, mais heureusement, Zofia amène Zeno à l'endroit juste à temps. Kalindor ne perd pas de temps et lui tire dessus, mais Zeno bloque tout facilement. Cela panique le gros imbécile, qui trébuche sur rien en essayant de sortir son deuxième pistolet. Zeno le ramasse et le pointe vers lui, et Kalindor implore sa pitié, disant à Zeno qu'il devrait être reconnaissant qu'un noble s'excuse devant lui. Zeno soupire et tire sur ce déchet non recyclable, ne le tuant pas mais l'assommant pour longtemps. Il se tourne ensuite vers Krishna, qui a accepté que la mort vienne pour elle.
Elle demande à Zeno de dire aux chevaliers royaux ce qui s'est passé ici, mais il lui dit de se taire car il doit se concentrer pour régénérer son bras. Une fois qu'elle est complètement guérie, Krishna comprend enfin que Zeno est un guérisseur et le médiateur qu'elle cherchait. Elle commence à le considérer comme un véritable héros et dit qu'elle ne pourrait jamais rien faire pour l'égaler. Cependant, Zeno lui dit qu'elle est l'héroïne des enfants ici car elle a été la première à agir pour les sauver. Krishna est ému aux larmes en entendant cela, et bientôt, elle appelle les soldats pour l'aider à sauver les enfants. Zeno dit à Zofia qu'ils devraient rentrer avant que quelqu'un ne les approche, mais Krishna court immédiatement après eux, demandant à Zeno pourquoi il l'a sauvée. Il lui dit froidement qu'elle n'a pas payé le loyer pour avoir passé une nuit chez lui, et qu'il va lui envoyer la facture pour ça, ainsi que pour les soins d'aujourd'hui. Quelques jours plus tard, Zeno fait des courses avec Lily, mais en passant par des rues familières, les souvenirs de son enfance lui reviennent. Il était un orphelin solitaire dans les bas-fonds jusqu'au jour où un aventurier nommé Aston est venu le chercher pour l'embaucher. Il ne se souciait même pas de ce que Zeno pouvait faire car il voulait juste quelqu'un pour faire ses courses et agir comme son esclave. Zeno a dit à Aston qu'il connaissait un peu de magie de guérison, mais il en a ri car il n'y avait aucun moyen qu'un pauvre orphelin des bas-fonds puisse se permettre ce type d'éducation. Néanmoins, il a accepté Zeno dans son groupe, et ils ont commencé à faire des choses aventureuses ensemble. Quand Aston combattait des monstres, Zeno restait derrière lui et guérissait ses blessures si rapidement qu'Aston avait l'impression d'être invincible. Il pensait que tout était grâce à ses propres compétences, et que Zeno ne faisait que rester derrière lui inutilement, alors il l'a renvoyé. Dans le présent, Aston conduit son groupe, le Phénix d'Or, dans un repère de monstres car un noble puissant leur a commandé de la fourrure de monstre. Tout le monde est assez détendu, et quelques gars ont même la gueule de bois car ils sont traités comme des célébrités partout où ils vont. Ils trouvent les renards de feu dès qu'ils entrent dans la grotte, et Aston ordonne à un gars de lancer un sort de défense sur lui avant de charger tête baissée sur les monstres. Le monstre lui mord la main, lui causant de graves brûlures, et Aston panique car il n'a pas l'habitude de la douleur. Pendant ce temps, les autres membres de son groupe se font attaquer par les renards, et Aston a l'impression d'être entouré d'imbéciles incompétents. Il se tourne vers le gars responsable de la magie défensive, qui ne peut pas concentrer son mana correctement à cause de sa gueule de bois. Aston ordonne à tout le monde de battre en retraite, et une fois sorti de la grotte, il commence à se rejeter la faute. Le gars de la défense suggère que peut-être Zeno utilisait la magie de guérison sur eux tout ce temps. Aston refuse de le croire car il ne l'a jamais remarqué, mais il décide d'embaucher un autre guérisseur qui a les qualifications appropriées. Quelques semaines plus tard, Aston et son groupe retournent dans la grotte avec une guérisseuse nommée Human. Malheureusement, les monstres sont prêts pour lui cette fois, et il lance immédiatement une attaque surprise sur son groupe. Aston bloque les attaques des monstres, mais le sorcier de son groupe est touché par une boule de feu qui brûle à travers la magie défensive et le blesse. Human commence immédiatement à le soigner mais réalise qu'il doit être admis à l'hôpital. Pendant ce temps, Aston a du mal à toucher les monstres et se sent rapidement épuisé, et cela n'a aucun sens pour lui. Human lui dit qu'ils doivent battre en retraite car le sorcier va mourir s'ils perdent plus de temps, et Aston donne l'ordre à contre-cœur. Une fois à l'extérieur de la grotte, il s'en prend au gars de la défense pour ne pas avoir fait son travail correctement, mais Human lui dit que ce n'est pas sa faute. Aston concentre son attention sur elle et lui dit de soigner immédiatement le sorcier pour qu'il puisse recommencer à combattre, mais Human demande s'il est fou. Elle dit que seul le saint et quelques guérisseurs de haut niveau peuvent soigner de telles blessures instantanément, et cela fait se demander à Aston si Zeno les soignait vraiment de dommages aussi graves tout ce temps. Bientôt, il retourne en ville où le majordome du noble vient lui dire qu'il a échoué sa mission et qu'il ne devrait plus jamais se montrer en ville. Aston panique et supplie pour une autre chance, blâmant Zeno pour l'échec. Le majordome lui donne la chance qu'il a demandée, et Aston décide de réembaucher Zeno pour pouvoir utiliser ses talents à nouveau et devenir célèbre. Bientôt, Aston et le gars de la défense, Gil, vont dans les bas-fonds pour trouver Zeno, et ils décident de demander l'aide des 3 tribus demi-humaines pour cela. Ils vont d'abord à la tribu des hommes lézards, et Aston dit à Zofia qu'il cherche un guérisseur nommé Zeno qui est venu dans les bas-fonds il y a 2 mois. Zofia commence à rire de manière incontrôlable en entendant cela et remarque qu'Aston a en effet l'air assez stupide pour renvoyer quelqu'un d'aussi compétent que Zeno. Aston est offensé et essaie de dégainer son épée, mais il recule en réalisant qu'il est entouré de guerriers lézards. Zofia lui dit de rentrer chez lui car ni elle ni Zeno n'ont le temps de s'occuper d'idiots comme lui. Aston devient furieux, mais un regard froid de Zofia lui fait réaliser la différence de pouvoir entre eux, et il recule immédiatement. Il va ensuite à la tribu des hommes bêtes, et Linga se moque aussi de lui pour être l'idiot qui a renvoyé Zeno. Elle lui dit qu'elle ne veut pas faire affaire avec quelqu'un comme lui, et avant qu'Aston ne puisse essayer de l'intimider, elle l'effraie en montrant sa vitesse. Ensuite, il va au repère des ors et reçoit une réponse similaire de Loho, mais cette fois, il est assez intelligent pour partir sans faire le malin. Une fois dehors, Aston pique une crise car il ne croit pas que Zeno puisse avoir autant d'influence dans les bas-fonds. Soudain, Gil remarque Zeno marchant dans la rue avec Lily, et les deux vont le confronter. Aston joue les durs,
disant à Zeno que c'est sûrement de la chance qu'il ait survécu seul pendant 2 mois. Zeno répond qu'il n'a pas le temps de discuter avec lui et continue son chemin, mais cela frustre Aston, qui crie qu'il est venu pour le laisser réintégrer le groupe. Zeno refuse froidement, disant à Aston que personne n'acceptera un travail sans salaire et avec des conditions horribles. Aston se sent insulté et lui dit qu'il devrait être reconnaissant de faire partie d'un groupe aussi célèbre. Zeno soupire et dit qu'il aidera son groupe s'ils sont si désespérés, mais cette fois, il va facturer un montant équitable pour les soins et les sorts de défense. Aston est surpris et dit à Zeno qu'il ne devrait pas faire de telles demandes car il n'a nulle part où aller. Juste à ce moment-là, des gens des bas-fonds viennent et commencent à discuter joyeusement avec Zeno. Il est rapidement entouré de gens, et Aston est confus sur ce qui se passe. Une fois que tout le monde est parti, Zeno décide de rentrer chez lui, et Aston commence à lui crier dessus, lui rappelant que c'est lui qui l'a sorti de la rue. Zeno en a assez de lui, alors il lui dit simplement qu'il est trop tard. Il s'éloigne avec ça, et l'idiot décide de l'attaquer. Cependant, avant même qu'il n'atteigne Zeno, il est touché par une balle et projeté sur le côté de la route. Krishna le traite de stupide pour avoir essayé d'agresser quelqu'un devant la vice-commandante des gardes royaux, et Zeno est surpris de la voir ici. Il lui demande ce qu'elle fait dans cette partie des bas-fonds, et Krishna répond qu'elle le cherchait et s'est perdu, mais que tout s'est bien terminé. Pendant qu'ils discutent, Aston est encore plus perplexe car Zeno a une bonne connexion non seulement avec les chefs des bas-fonds mais aussi avec la garde royale. Alors qu'il se relève, Krishna lui dit qu'il est en état d'arrestation pour tentative d'agression. Aston rejette immédiatement la faute sur Gil et s'enfuit, déterminé à donner une leçon à Zeno pour l'avoir ignoré plus tard. Quelques jours après, tout le monde se réunit chez Zeno, et ils commencent à discuter de la façon dont Aston et son acolyte les ont approchés. Les 3 chefs disent à Zeno qu'ils ont mis des espions après eux au cas où ils créeraient des problèmes, mais étonnamment, ils ont disparu sans laisser de traces. Lily est soulagée, pensant qu'ils ont abandonné la poursuite de Zeno, mais juste à ce moment-là, Carmela apparaît derrière elle et dit qu'il pourrait être allé à la guilde souterraine, qui s'occupe de toutes sortes de demandes illégales pour le bon prix. Lily a peur en entendant cela, mais Zeno lui dit que la guilde souterraine demande une grosse somme d'argent, et Carmela ajoute que si Aston était si désespéré de le récupérer, cela signifie qu'il traverse une période difficile et que l'argent est serré. Lily est enfin soulagée en entendant cela, mais Ophia lui parle alors d'un étrange mercenaire qui accepterait n'importe quel travail, même sans salaire, si certaines conditions sont remplies. Plus tard dans la nuit, Lily trouve Zeno éveillé, alors elle lui prépare du thé et lui caresse la tête pour l'aider à se détendre. Elle s'endort rapidement après, et une fois que Zeno l'a bordé, il trouve Carmela qui l'attend dehors. Elle l'encourage à parler librement de son groupe, et Zeno lui dit qu'il aurait dû frapper Aston au visage quand il l'a vu. Elle commence alors à lui demander comment il est devenu si bon en magie de guérison, et Zeno lui dit qu'il a essayé de ressusciter une personne morte quand il était enfant mais qu'il a été sévèrement battu par son maître à cause de ça. Carmela est choquée d'entendre cela car la réanimation est un tabou, puis elle commence à lui parler des formes de vie artificielles qui existaient il y a 300 ans, quand elle était encore en vie. Elle lui raconte tout sur les redoutables golems utilisés par l'armée démoniaque dans la guerre contre les humains, et une fois l'histoire terminée, Zeno décide d'aller se coucher. Soudain, le sol tremble, et Carmela s'envole pour voir ce qui se passe dans les bas-fonds. Elle trouve certaines parties des bas-fonds en feu, avec un golem géant qui les ravage, et elle panique, pensant qu'elle a porté malheur aux bas-fonds en mentionnant les golems. Le géant golem ravage les bidonvilles, détruisant tout sur son passage tandis que les gens fuient pour sauver leur vie. Zeno se rend sur place pour voir le golem de près, et Carmela l'accompagne. Elle déclare qu'il est vraiment suspect qu'une arme ancienne comme celle-ci se retrouve dans les rues d'un bidonville, et il se demande comment elle est arrivée là. Juste à ce moment-là, les 3 chefs de gang arrivent sur les lieux, et Zeno est heureux de voir qu'elles vont bien. Les filles lui disent qu'elles ne sont pas blessées, mais que leurs subordonnés ont été gravement touchés par l'attaque du monstre. Elles interrogent Zeno au sujet du monstre géant, car elles n'ont jamais rien vu de tel auparavant, et il leur explique qu'il s'agit d'une forme de vie artificielle créée à l'aide d'une technologie magique que l'on croyait éteinte. Lo mentionne qu'une de ses orques a signalé que le golem venait des profondeurs des bidonvilles, et Zeno se demande si la guilde souterraine est derrière tout ça. Il décide que soigner les blessés est la priorité et demande aux 3 filles de rassembler tous les blessés en un seul endroit. Il jure que celui qui a fait cela paiera le prix, mais l'homme qui a envoyé le golem observe sa performance de loin. L'assassin nommé Guide est le responsable de l'attaque. Il a accepté la mission après qu'Aston l'ait approché pour se venger, et il n'a même pas demandé beaucoup d'argent, car il était plus intéressé par les intentions d'Aston que par son argent. Lorsque Guide a appris qu'Aston voulait simplement se défouler sur Zeno et tous ceux qui lui sont proches, il a rimé à accepter le marché, car cela suffisait à satisfaire sa nature perverse. Il a ensuite montré à Aston un noyau de golem qu'il était en train de développer et lui a affirmé qu'il serait suffisant pour vaincre Zeno définitivement. En ce moment, Guide observe le golem détruire les bidonvilles et pense qu'il est assez destructeur, mais pas aussi rapide qu'il le souhaitait. Il commence à se demander comment Zeno se sentira lorsque les gens qui lui sont proches commenceront à mourir un par un,
mais Zeno ne compte pas laisser cela arriver. Alors que les 3 gangs demi-humains rassemblent tous les blessés en un seul endroit, il utilise un puissant sort de soin à distance, les guérissant instantanément. Il commence ensuite à soigner les blessures mineures, mais il est furieux tout du long, car il n'est pas sûr d'être payé pour avoir soigné des centaines de personnes, et en plus de cela, Lily est toujours à la maison. Guide observe tout depuis son emplacement et est impressionné par les compétences de guérison de Zeno. Cependant, il sait que guérir tout le monde ne résoudra rien tant qu'ils ne s'occuperont pas du golem, et il veut voir comment Zeno va tenter de le faire. Peu de temps après, Zeno a fini de soigner tous les blessés et peut enfin se détendre. Il regarde le golem qui continue de semer la destruction dans les bidonvilles et se demande s'il rentrera chez lui une fois qu'il se sera lassé. Carmela lui dit que c'est impossible, car les golems ne s'arrêtent pas tant qu'ils n'ont pas accompli leur ordre, et elle pense que les ordres de ce golem sont de détruire les bidonvilles ou quelque chose de similaire. Zeno se prend la tête en entendant cela, mais Carmela ajoute qu'il devrait être impossible de fabriquer un golem à cette époque. Les pierres magiques de haute pureté utilisées pour fabriquer un noyau de golem ne se trouvent que sur le continent le plus au sud, qui était autrefois le territoire du Seigneur Démon, et la plupart d'entre elles devraient déjà avoir été utilisées. De plus, les arts de la magie noire ont été perdus avec le temps, et les matériaux nécessaires à la construction d'un golem sont également très rares. Alors qu'elle se demande qui peut avoir accès à toutes ces ressources, Zeno lui dit qu'il est inutile d'y réfléchir, car ils doivent d'abord détruire le golem. Carmela le prévient que ce sera dangereux, mais les filles se portent volontaires pour l'accompagner, car elles ne peuvent pas laisser un monstre détruire leur maison ainsi. Zeno demande alors à Carmela comment détruire un golem, et elle lui répond qu'il doit détruire son noyau, sinon, le golem continuera à se régénérer. Cependant, Zeno ne veut pas détruire le noyau, car alors il ne pourra pas le vendre. Quoi qu'il en soit, il emmène les filles vers le golem et leur dit de le frapper avec tout ce qu'elles ont. Elles se précipitent pour combattre, et Zeno améliore leur capacité avec ses buffs. Les filles constatent que leur force et leur vitesse ont considérablement augmenté, et un seul coup suffit à fissurer la jambe du golem et à le faire tomber au sol. Cependant, il répare instantanément les dégâts et frappe l'un gars, l'envoyant valdinguer. Heureusement, Zeno est là pour la couvrir, et il soigne ses blessures en temps réel, lui donnant l'impression de n'avoir subi aucun dommage. Ce n'est pas si facile pour Zeno, car il n'a pas combattu depuis des mois, mais il commence à retrouver son rythme au fur et à mesure du combat. Il essaie de rester à une distance minimale des filles, sinon sa magie ne sera pas efficace sur elles, et il alterne entre sorts défensifs et sorts de soins selon les besoins du moment. Pendant ce temps, les filles continuent d'endommager le golem, et Zeno remarque qu'il met un certain temps à se régénérer. Il ordonne aux filles de briser ses 2 jambes, et elles le font, faisant basculer le golem. Cependant, elle remarque trop tard qu'une fille dans la zone n'a pas été évacuée à temps, et le golem est sur le point de lui tomber directement dessus. Zeno panique, car il ne voit pas assez clairement la fille pour lui lancer un sort défensif, et il se précipite, espérant la protéger à temps. Il ne peut pas l'atteindre avant que le golem ne tombe, mais étonnamment, le golem lui-même fait un effort pour protéger la fille. Zeno est perplexe face à cela, mais il commence à scanner le golem pendant que la fille s'enfuit. Il termine rapidement son scan, et juste à ce moment, Carmela arrive. Elle dit que le golem se comporte étrangement, et Zeno lui explique que le golem n'est pas entièrement artificiel. Il déclare que le noyau du golem se trouve dans la moitié gauche de sa poitrine et qu'il ne s'agit pas seulement d'une pierre magique, mais d'un humain lui-même. Guide observe tout cela de loin et sourit en voyant Zeno découvrir son stratagème. Il n'avait que des pierres magiques imparfaites à sa disposition, et la meilleure façon d'en faire des noyaux de golem était de les combiner avec un humain. Cependant, les golems fabriqués de cette manière sont assez difficiles à contrôler, mais Guide a pensé que puisque Aston était un idiot débordant d'émotions négatives, il ne serait pas très difficile de le contrôler. Il a fait croire aux roues que la pierre magique était nécessaire pour sa vengeance et l'a fusionné avec elle pour créer le noyau du golem. Et maintenant, il veut voir si Zeno peut tuer un vieil ami pour sauver les bidonvilles. Cependant, Zeno prévoit de régler le combat avec Aston personnellement. Il demande aux filles de se retirer, car seul lui peut gérer la situation maintenant, et elles obéissent. Carmela part également, car le soleil est sur le point de se lever, et Zeno se retrouve seul avec le golem, certain qu'Aston est quelque part à l'intérieur. Il dit qu'il semble incroyable qu'un égoïste comme lui ait sauvé un enfant, mais il se souvient alors que la raison pour laquelle Aston était obsédé par l'argent était que sa sœur était morte d'une maladie, et qu'il n'avait pas eu les moyens de la sauver. Zeno lui demande si la fille lui a rappelé sa sœur et pense qu'Aston a encore un peu d'humanité en lui, mais il est trop tard pour lui. Il crée une lame avec son mana et charge vers le golem, lui tranchant net les 2 bras. Alors que le golem rugit, Zeno bondit à nouveau sur lui et tranche sa poitrine avec toute sa force, exposant Aston, qui est coincé à l'intérieur. Zeno dit à Aston que c'est la fin et le frappe sans hésitation. Guide est assez surpris de voir cela, car il ne s'attendait pas à ce que Zeno soit aussi impitoyable, mais il comprend aussi qu'il pourrait vouloir se venger de tous les mauvais traitements. Il décide de partir, car il est déçu, mais il voit alors quelque chose d'étrange. Zeno ne se contente pas de frapper Aston,
il le soigne en même temps. Il détruit les parties du corps d'Aston qui sont fusionnées avec la pierre magique et les régénère instantanément, les transformant en un corps humain normal. C'est vraiment épuisant, mais Zeno continue, et Guide est abasourdi en voyant cela. Il ne peut pas croire que Zeno ait encore autant d'énergie et de précision après avoir soigné des centaines de personnes. Il ne parvient toujours pas à concevoir qu'une personne aussi talentueuse que lui puisse exister et commence à repenser sa stratégie. Pendant ce temps, Zeno dit à Aston qu'il serait mieux pour le monde qu'il meure ici, mais qu'il ne peut pas laisser cela arriver, car quelqu'un doit payer pour les dégâts dans les bidonvilles et ses honoraires pour avoir soigné des gens toute la nuit, alors il gardera Aston en vie pour lui soutirer de l'argent, ainsi qu'à son complice. L'autre raison est qu'Aston lui a rendu 2 énormes services dans le passé. Le premier a été de le sortir de la rue, et le second a été de lui donner une pièce d'or comme indemnité de départ, ce qui l'a aidé à libérer Lily, et cette décision a changé sa vie. Zeno ajoute que la raison finale est la plus importante et qu'il est un guérisseur et qu'il ne peut laisser personne mourir sous sa surveillance. Sur ce, il frappe la pierre magique dans le cœur d'Aston de toutes ses forces, la brisant. Bientôt, Aston est complètement libéré de la pierre magique, et alors qu'il est à genoux, il admet que Zeno est si exceptionnel que cela lui donne envie de vomir. Il l'a vu soutenir les filles demi-humaines plus tôt, et maintenant il réalise qu'il faisait la même chose pour leur groupe également. Il tombe au sol, suppliant Zeno de lui pardonner même s'il ne le mérite pas. Zeno lui dit de se lever, et Aston répond qu'il ne se lèvera pas tant qu'il ne sera pas pardonné, mais Zeno lui dit de se dépêcher, car il a besoin de lui donner un coup de poing en pleine figure. Aston est abasourdi, mais Zeno utilise le dernier reste de son mana pour multiplier l'impact de son coup par 10. Aston commence à reculer, mais Zeno sourit d'un air inquiétant, disant qu'une autre raison pour laquelle il ne l'a pas laissé mourir plus tôt est qu'il ne pouvait pas lui donner ce coup de poing. Puis, sur ce, il frappe Aston aussi fort qu'il peut et l'envoie valdinguer. Aston reprend ses esprits quelques minutes plus tard et trouve Krish à ses côtés. Il lui demande où est Zeno, et elle répond qu'elle l'a croisé en chemin et qu'il lui a tout raconté. Elle dit que c'est un miracle que personne n'ait été blessé dans cet incident, et qu'Aston devra être redevable à Zeno pour le reste de sa vie. Elle procède alors à son arrestation pour une longue liste de crimes et y ajoute l'indécence publique. Aston ne réalise qu'à ce moment-là qu'il est assis dans son plus simple appareil. Krish lui transmet un message de Zeno, qui a pris son épée pour la vendre et payer les dégâts, et Aston comprend qu'il ne lui reste vraiment plus rien, pas même ses vêtements. Cependant, Zeno lui a laissé un cadeau d'adieu, une seule pièce d'or, tout comme son indemnité de départ. Krish dit que Zeno ne veut plus jamais le revoir, et Aston se met à pleurer comme un enfant en entendant cela. Pendant ce temps, Zeno traîne les pieds en rentrant chez lui, mais il croise les filles demi-humaines en chemin, et elles le soutiennent même lorsqu'il leur dit qu'il va bien. Bientôt, ils arrivent à sa maison, et Lily lui sert immédiatement une tasse de thé pour l'accueillir, car elle était sûre qu'il rentrerait sain et sauf. Quelques jours plus tard, Krishna rend visite à Zeno pour lui parler de l'enquête sur l'incident du golem. Elle dit qu'ils n'ont trouvé aucune preuve tangible, mais ils pensent que la personne derrière le golem était celui nommé Guide. Zeno jure qu'il trouvera Guide un jour et récupérera tout l'argent qu'il lui doit avec les intérêts, mais Krishna dit que ça va être difficile, Guide n'a laissé aucune trace, et le bâtiment où il a rencontré Aston a été nettoyé et abandonné avant que les chevaliers ne le trouvent. Zofia dit qu'elle a aussi creusé l'affaire et a découvert que le Guide avait rejoint la guilde souterraine seulement récemment, et qu'il a tendance à agir seul. Linga a entendu des histoires similaires aussi, et Lo dit que c'est une pratique normale dans la guilde souterraine de ne pas se mêler des affaires des autres. Elle pense qu'ils ne peuvent pas trouver grand-chose même s'ils interrogent des gens à la guilde. Krishna dit qu'ils ont placé Guide sur la liste des recherchés, et les chevaliers sont sur ses traces, mais vu comment il a effacé sa présence si bien, il pourrait ne rien trouver. Cependant, les 3 filles chefs pensent que le Guide sortira bientôt de sa cachette, et qu'il sera pénible à gérer. Krishna leur dit d'arrêter de deviner au hasard parce que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent, et elle l'appelle hypocrite parce qu'elle devine aussi. Krishna dit qu'elle a l'expérience et les informations nécessaires pour spéculer une théorie, ce qui est différent de deviner. Zeno dit aux filles que c'est bien qu'elles se disputent comme des gens civilisés, mais il leur dit de se faire face au moins quand elles parlent parce que ça le met mal à l'aise. Krishna dit qu'elle est une chevalière royale respectée et ne peut pas partager une table avec 3 chefs de gang, et les filles demi-humaines lui disent qu'elles ne la veulent pas non plus. Zeno n'a pas envie de supporter leurs bêtises, alors il les pousse simplement hors de la clinique parce qu'il veut se reposer aujourd'hui. Il s'assoit ensuite pour se détendre en lisant des livres, et Lily s'approche de lui avec inquiétude. Elle dit qu'il a l'air vraiment fatigué depuis l'attaque du golem, et elle a pensé à quelque chose qui pourrait le faire se sentir mieux. Elle dit qu'ils devraient aller aux sources chaudes ensemble, mais juste au moment où elle s'apprête à le dire, Zofia fait irruption, effrayant Lily. Zofia dit qu'elle a une bonne idée pour Zeno, disant que puisque l'incident du golem pèse encore lourdement sur son esprit, il devrait aller aux sources chaudes. Zeno semble aimer l'idée, mais Lily se met en colère parce qu'elle ne recevra aucun crédit pour cette idée maintenant. Zofia part avec ça, et juste à ce moment, Linga arrive en cherchant quelque chose.
Elle commence aussi avec la même histoire sur l'attaque du golem étant difficile pour tout le monde et suggère ensuite qu'il devrait aller aux sources chaudes. Zeno lui dit que c'est une bonne idée, mais avant qu'il puisse lui dire qu'il a déjà conclu un accord avec Zofia, Linga quitte sa maison, disant qu'il vient avec elle maintenant parce qu'il a promis. Lily est encore plus contrariée maintenant, et juste à ce moment, Lo arrive aussi. Cette fois, Zeno demande agressivement si elle est aussi là pour l'inviter aux sources chaudes, et elle commence à rougir, demandant comment il a su ça. Elle dit qu'ils doivent être des âmes sœurs pour penser la même chose, mais Zeno lui dit que ses vraies âmes sœurs sont Linga et Zofia parce qu'elles ont eu la même idée. Bientôt, Krishna passe aussi, et Zeno sait qu'elle veut aller aux sources chaudes aussi, et dans sa frustration, il lui dit que c'est une bonne idée. Lily est vraiment blessée après tout ça, et alors qu'elle boude en silence, Zeno se demande pourquoi les filles sont obsédées par les sources chaudes. Quoi qu'il en soit, il demande à Lily ce qu'elle disait plus tôt, et elle crie que ce n'était rien d'important. Juste à ce moment, Carmela arrive aussi, taquinant Lily en disant qu'elle a été battue par toutes ses rivales. Elle dit ensuite à Zeno qu'elle n'est pas allée aux sources chaudes depuis des années, alors elle les rejoindra aussi. Peu après, Zeno va aux sources chaudes pour se tremper dans l'eau chaude et soulager son corps d'une partie de sa fatigue. Il pense que son plan original d'être un guérisseur souterrain pour vivre une vie calme et paisible est loin d'être atteint maintenant parce que les choses ont déjà dégénéré. Cependant, il aime des moments comme celui-ci où il peut se détendre en privé, mais il ne sait pas que le moment ne va pas durer très longtemps. La porte du bain s'ouvre soudainement, et Zofia entre. Zeno panique, lui disant que c'est le bain des hommes, et elle lui dit qu'elle a mis un signe dehors disant que le bain est en nettoyage, donc personne ne les rejoindra. Elle entre dans l'eau, disant à Zeno qu'elle veut être encore plus agressive pour le faire monter, mais elle sait que ce n'est pas la meilleure idée. Elle commence à lui dire comment elle a changé après l'avoir rencontré et continue de se rapprocher tout en essayant de le distraire avec la conversation. Cependant, Zeno remarque ça, et Zofia décide d'être agressive après tout. Alors qu'elle lutte avec Zeno pour se rapprocher de lui, Linga arrive aussi, et elle saute sur Zeno, disant qu'elle se sent vraiment étourdie. Cependant, c'est Zofia qui l'attrape, et les deux commencent à se battre. Soudain, Lo sort de l'eau, disant à Zeno qu'elle l'attendait ici depuis tout ce temps. Linga et Zofia l'attaquent, et alors que les trois se battent, Zeno se retourne parce qu'il veut un peu de paix. Juste à ce moment, Krishna fait irruption dans la pièce, criant après les filles demi-humaines pour leur impudence parce que c'est le bain des hommes. Les filles lui disent d'arrêter de faire comme si elles n'étaient pas là pour Zeno aussi, et tous les quatre commencent à se battre. Zeno finit par être assez énervé pour les renvoyer, et elles vont au bain des femmes. Par coïncidence, la guérisseuse nommée Human est aussi là parce qu'elle était en ville pour un travail. Elle est surprise de voir les filles d'espèces différentes traîner ensemble, et ensuite elle apprend que leur groupe contient aussi une elfe et une spectre. Human essaie d'exorciser Carmela dès qu'elle la voit, mais Carmela traverse simplement le mur et entre dans le bain des hommes pour harceler Zeno à la place. Peu après, tous se rassemblent pour le dîner, mais malgré son envie de s'asseoir avec tout le monde, Krishna cède à sa fierté et s'assoit à une table séparée. Plus tard, Zeno endort Lily et va prendre quelques verres avec Carmela. Il a toujours l'air fatigué, alors elle lui demande si le dîner n'était pas agréable, et il répond que c'était bien au début, mais ensuite les filles ont commencé un concours de boissons où la gagnante pourrait s'asseoir sur ses genoux. À la fin, toutes se sont évanouies, et Zeno a dû les emmener dans leur chambre. Carmela rit, lui disant de profiter de ces moments idiots pendant qu'ils durent parce qu'il va bientôt être entraîné dans des affaires compliquées. Zeno lui dit d'arrêter de lui porter la poisse et lui demande ensuite comment elle est arrivée ici en premier lieu parce qu'elle est allergique au soleil. Carmela explique qu'elle peut posséder des objets auxquels elle est attachée, et pendant la journée, elle a possédé un vieux bâton que Lily a transporté ici. Zeno lui demande si le bâton lui appartenait quand elle était en vie. Il veut savoir ce qu'elle faisait exactement quand elle était en vie, mais comme toujours, elle refuse de parler de son passé et lui sert plutôt à boire. Le lendemain matin, tout le monde est réveillé par une explosion dans la cuisine, et Human est la première à réagir. Elle va à la cuisine, où elle trouve le propriétaire allongé par terre avec de graves brûlures sur le corps parce que les pierres de feu ont explosé. Elle commence immédiatement à lui donner les premiers soins, disant à la femme du propriétaire qu'il devra être emmené à l'hôpital pour recevoir un traitement approprié, et même là, il pourrait ne plus pouvoir utiliser sa main. Juste à ce moment, Zeno arrive, et Human demande son aide pour l'emmener à l'hôpital le plus proche, où ils ont des cercles de guérison avancés. Zeno n'a jamais entendu parler de choses comme ça auparavant, et il est curieux à leur sujet, mais il dit que l'homme n'a pas besoin d'être emmené à l'hôpital pour des blessures comme ça. Il s'en va, disant que son transport est déjà là, mais avant de partir, il guérit l'homme gratuitement parce qu'il a apprécié la nourriture qu'il a cuisinée. Human est vraiment déçu, pensant que Zeno a abandonné un homme blessé, mais soudain, le propriétaire de l'auberge se lève, demandant ce qui lui est arrivé. Il est complètement guéri, et Human perd la tête en réalisant que Zeno doit être l'un des guérisseurs d'élite les plus haut placés pour traiter une blessure aussi grave instantanément. Ainsi, une fois de retour à l'hôpital royal, Human raconte tout à son patron à propos de l'incident.
Son patron dit que le pays aimerait certainement engager Zeno s'il est si compétent, mais il pense qu'ils n'ont pas assez d'informations pour le trouver. Il dit que puisque Zeno a guéri une personne et est parti sans demander d'argent, il doit être un bon guide, et ils peuvent le laisser tranquille. Cependant, alors que Yuman dit qu'il portait une grande veste noire, son patron devient soudainement curieux et décide de chercher Zeno personnellement. Yuman lui demande ce qui l'a fait changer d'avis, et il répond qu'il veut rencontrer un autre guérisseur d'élite comme lui. Quelques jours plus tard, le frère de Zofia vient chez Zeno, portant un homme inconscient avec lui, qui s'avère être le patron de Yuman. Le lizardement dit à Zeno qu'il a trouvé le type inconscient dans les bas quartiers après avoir craché beaucoup de sang, et il l'a immédiatement amené ici. Zeno allonge l'homme sur la table et commence à scanner son corps pour des maladies potentielles. Soudain, il se rend compte que les poumons de l'homme sont en mauvais état parce qu'il a une maladie appelée le poumon rouge. Il dit à Lily et au type lizard de s'éloigner parce que leur patient a une maladie plus mortelle qu'Ebola et plus contagieuse que le Covid. Cependant, il doute immédiatement de son diagnostic parce que la maladie du poumon rouge a été éradiquée il y a quelques années grâce à un remède. Alors qu'il réfléchit à d'autres options, l'homme se lève soudainement, disant à Zeno qu'il est vraiment doué pour diagnostiquer les maladies. Il se présente comme un guérisseur d'élite de l'hôpital royal nommé Hernardo. Zeno lui demande ce qu'il fait ici quand Yuman arrive en courant à l'hôpital. Elle est folle d'inquiétude pour Hernardo, qui s'est rendu malade exprès pour trouver Zeno. Zeno lui demande s'il a vraiment la maladie du poumon rouge, et alors qu'Hernardo crache du sang, il explique qu'il a pris un médicament qui copie seulement les symptômes de la maladie. Il prend ensuite un antidote qui l'aidera à aller mieux rapidement, et Zeno demande où diable il a eu des médicaments comme ça. Hernardo lui dit qu'il a fabriqué les médicaments lui-même quand il essayait de trouver un remède pour la maladie du poumon rouge. Zeno réalise finalement qu'Hernardo est un gros bonnet, et Yuman commence à flamboyer après son patron. Alors qu'elle explique qu'il a trouvé les remèdes à de nombreuses maladies dangereuses et que ça lui a valu le titre de guérisseur d'élite, Hernardo rit et dit qu'il était curieux de voir Zeno quand il a entendu parler d'un guérisseur souterrain compétent avec une grande veste noire, mais il n'était pas celui qu'il cherchait. Zeno lui dit que la grande veste était en fait celle de son maître, mais il n'a jamais appris son nom. Les instincts d'Hernardo lui disent que Zeno est l'élève de l'homme qu'il recherche, et il lui demande de travailler à l'hôpital royal parce qu'ils ont un cas plutôt délicat entre les mains. Juste à ce moment, les trois filles demi-humaines arrivent parce que Carmela a hissé le drapeau rouge en sentant une urgence. Elles sont prêtes à battre Hernardo et Yuman en bouillie s'ils essaient d'emmener Zeno, et Hernardo décide de changer d'approche. Il dit à Zeno qu'il en fera une quête officielle pour l'engager temporairement, et Zeno ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Les filles ne sont pas contentes de ça, mais Zeno dit qu'il a besoin de quelques guérisseurs d'élite de son côté maintenant qu'il a été exposé, et plus important, il se souvient que le médicament pour la maladie du poumon rouge a été distribué gratuitement dans les bas quartiers dans le passé, alors il veut rembourser sa dette pour ça. De plus, Hernardo semble connaître son professeur, et Zeno veut en savoir plus sur lui, alors il accepte de travailler à l'hôpital royal avec lui. Peu de temps après, Zeno arrive à l'hôpital royal avec Hernardo et Yuman, et il est stupéfait par l'ampleur des lieux. Il dit que c'est trop grand et trop lumineux à son goût et demande s'ils n'ont pas de pièces sombres et ombragées, car c'est là qu'il se sent le plus à l'aise. Yuman n'aime pas son attitude, mais Hernardo lui dit qu'il devrait d'abord se rendre à son bureau avant de discuter de quoi que ce soit. Le bureau s'avère être sombre, mal entretenu et ombragé, ce qui fait que Zeno s'y sent comme chez lui, puis Hernardo passe aux choses sérieuses. Il dit à Zeno qu'il l'a engagé pour enquêter sur des disparitions. Zeno répond que ce n'est pas sa spécialité, mais Hernardo lui explique qu'il doit simplement poser quelques questions. Comme il a été admis ici en tant qu'étudiant-chercheur spécial, il est libre de participer à toutes sortes de programmes avec des recommandations appropriées, ce que les étudiants normaux ne peuvent pas faire. Bien que Zeno comprenne que cela facilitera la collecte d'informations, il craint que quelqu'un ne découvre sa véritable identité. Hernardo a déjà une couverture pour ce genre de situation et dit à Zeno qu'il doit simplement prétendre être un guérisseur talentueux revenu de l'étranger, et comme un guérisseur d'élite le soutient, personne ne doutera de lui. Après cela, Zeno se dirige vers les dortoirs et est surpris lorsque Lily l'accueille chez lui. Il lui demande ce qu'elle fait ici, et Yuman explique que les membres de la famille sont autorisés à vivre dans les dortoirs. Lily déclare fièrement qu'elle est la femme de Zeno, mais Yuman lui rappelle qu'officiellement, elle est sa petite sœur. Zeno remercie Yuman d'avoir géré les formalités pour amener Lily ici, car il était vraiment inquiet pour elle, et elle prend congé sur ses mots. Dès qu'il se retrouve seul, Lily commence à se comporter comme une femme désespérée pour l'attention de son mari, et Zeno demande qui lui a appris tout ça. La réponse évidente est Carmela, qui est également venue vivre avec lui et a causé des problèmes. Zeno l'avertit qu'avec autant de guérisseurs autour, elle va être exorcisée dès que quelqu'un la repérera, mais Carmela répond qu'elle aime vivre dangereusement. Le lendemain, Zeno prend son petit déjeuner avec Yuman à la cafétéria, où il lui demande comment obtenir une licence de guérisseur. Elle lui explique qu'il doit d'abord s'inscrire dans une école préparatoire pour améliorer ses bases, puis intégrer un hôpital agréé pour étudier pendant quelques années. Après cela, s'il réussit l'examen de l'hôpital,
il peut devenir guérisseur agréé. Zeno est choqué d'entendre cela et dit que les guérisseurs agréés sont vraiment incroyables, et Yuman est stupéfaite par son manque de conscience de ses propres capacités. Elle explique qu'une fois que les guérisseurs obtiennent leur licence, ils peuvent travailler dans les hôpitaux royaux ou devenir aventuriers. Certains commencent à travailler directement pour l'armée ou les nobles, et une fois qu'un guérisseur a assez d'expérience, il peut passer un examen pour augmenter son rang. Zeno a mal à la tête en pensant à toutes les formalités et demande à Yuman de lui parler d'abord de la personne disparue qu'il doit trouver. Elle révèle que la personne disparue est son aîné nommé Alfred, un guérisseur avancé et vice-chef du laboratoire où elle travaille. Elle ne cesse de vanter Alfred, disant qu'il est vraiment gentil et intelligent, et qu'il a joué un rôle important dans le développement de médicaments cruciaux aux côtés d'Ernardo. Zeno demande si elle a des pistes, et avant que Yuman ne puisse lui dire quoi que ce soit, un groupe de guérisseurs entre dans la salle, dirigé par un vieil homme digne. Zeno lui demande qui est cet homme, et elle l'informe qu'il s'agit du professeur Goldran, le vice-directeur de l'hôpital et un guérisseur avancé de classe 7. Zeno est curieux de savoir ce que signifie la classe 7, et Yuman explique que les guérisseurs débutants, intermédiaires et avancés sont divisés en 7 classes. Un guérisseur avancé de classe 7 est le poste le plus élevé que l'on puisse normalement obtenir, et après cela, ils sont promus au rang de guérisseur d'élite. Zeno est impressionné, et Yuman lui dit que puisque le directeur de l'hôpital est trop âgé pour travailler régulièrement, Goldran a le plus d'autorité ici. Cependant, les choses ont beaucoup changé depuis qu'il a pris le contrôle, et seuls les clients riches reçoivent un traitement approprié. Elle ajoute que Goldran est plus intéressé à booster sa carrière politique qu'à travailler sur ses compétences de guérison. Elle dit que certaines rumeurs suggèrent qu'il a atteint la classe 7 parce qu'il a de bonnes relations avec les grands nobles, et Zeno décide de rester loin de lui. Cependant, Yuman lui dit que ce n'est pas possible parce que Goldran est l'un des suspects dans l'affaire d'Alfred. Il avait rassemblé des guérisseurs talentueux sous son autorité pour renforcer sa position, et il avait demandé à Ernardo de lui prêter Alfred pour un temps. Comme Goldran avait financé ses recherches, Ernardo devait lui rendre l'appareil, et même Alfred voulait diversifier son CV. Cependant, un mois après avoir commencé à travailler avec Goldran, Alfred a disparu, et Goldran dit qu'il n'en sait rien du tout. Zeno comprend cela, mais il veut savoir comment il peut se rapprocher de Goldran. Yuman lui dit que s'il continue à briller dans différents domaines, Goldran viendra vers lui en premier. Zeno ne pense pas que ce soit possible parce qu'il sous-estime encore ses capacités, mais avant que Yuman ne puisse dissiper ses doutes, un crétin aux cheveux roux nommé Kresn arrive et commence à lui dire des bêtises sans raison. Alors qu'il part, Zeno demande quel est le problème de ce type, et Yuman dit qu'il était son camarade de classe, mais après avoir été recruté par le groupe de Goldran, il est devenu trop arrogant. Quoi qu'il en soit, Zeno décide d'aller à ses cours, et en chemin, il pense à la façon dont son maître lui a appris, à lui et à l'un de ses amis, à devenir des guérisseurs compétents qui ne se contentent pas de soigner des blessures, mais qui guérissent le monde dans son ensemble. Il sort de sa nostalgie alors que le cours commence, et le professeur commence à enseigner aux étudiants les monstres morts-vivants. Zeno connaît déjà un peu le sujet grâce à ses jours d'aventurier, mais il est impressionné par la méthode systématique utilisée à l'hôpital. Ensuite, le professeur commence à parler des spectres, qui sont les monstres morts-vivants de plus haut niveau. Il dit qu'on ne sait pas grand-chose sur eux parce qu'ils sont rares, et en plus de cela, la plupart des groupes qui les défient ont été anéantis. Il explique que si l'on rencontre un spectre, il faut fuir, et si le spectre peut parler, il est encore plus dangereux. Cela choque Zeno parce que sa colocataire est un spectre, et il décide de ne parler d'elle à personne pour éviter tout chaos. Le professeur demande ensuite si quelqu'un a déjà combattu des monstres morts-vivants, et le roux Kresn se lève pour se vanter d'avoir vaincu 30 fantômes dans sa carrière. Il se tourne ensuite vers Zeno et lui demande s'il a déjà combattu des fantômes, et Zeno décide d'attirer un peu l'attention sans en faire trop. Bien qu'il ait vaincu environ 50 fantômes à la fois, il essaie de coller à l'histoire de Kresn et dit qu'il peut en affronter environ 30 à la fois. Tout le monde est choqué d'entendre cela, et le professeur lui demande de développer. Zeno dit que s'ils vont dans le donjon souterrain, ils trouveront plus de fantômes que de moustiques, et que le moyen le plus rapide de les neutraliser est de lancer un sort de guérison sur tous. Cela stupéfie encore plus le professeur parce que même les groupes d'aventuriers de rang ont peur d'aller dans le donjon, mais Zeno agit comme si ce n'était pas un problème. Cependant, Kresn est vraiment jaloux de lui, et il suit Zeno jusqu'au prochain cours pour régler ses comptes avec lui. Le cours porte sur les cercles de guérison, mais Zeno le trouve inutile parce qu'il peut guérir ses patients avant même de dessiner un cercle. À la fin du cours, le professeur demande des volontaires, et Kresn se lève pour frimer. Une fois qu'il a impressionné le professeur, il traîne Zeno devant à nouveau. Zeno ne connaît qu'un seul cercle magique que son professeur lui a appris, et il le dessine au tableau. Kresn rit parce qu'il n'a jamais vu ce cercle auparavant, mais le professeur devient fou en réalisant que ce n'est pas un cercle de guérison, mais un cercle de régénération. Zeno lui dit que c'est un peu bizarre parce qu'il fait repousser un organe manquant au hasard. Le professeur est encore plus étonné et dit qu'aucun humain ne peut activer ce cercle magique parce qu'il nécessite trop de mana, mais Zeno lui montre comment faire.
Le professeur devient fou en voyant cela et essaie de recruter Zeno dans son laboratoire, et alors qu'il essaie de trouver des excuses, Kresn devient encore plus jaloux. Bientôt, les rumeurs sur Zeno atteignent également Goldran, mais il ne le prend pas au sérieux parce qu'il n'est qu'un étudiant-chercheur spécial. Juste à ce moment-là, un de ses subordonnés lui parle de fantômes repérés au cimetière local. Goldran lui ordonne d'envoyer une équipe de guérisseurs pour s'en occuper, puis leur dit d'inclure Zeno dans l'équipe pour voir s'il peut vraiment combattre 30 fantômes à la fois. Bientôt, une équipe de guérisseurs dirigée par Kresn se rend au cimetière, mais la moitié d'entre eux se pissent dessus en voyant les fantômes. Ils chantent des sorts complets et exorcisent les fantômes un par un, mais Zeno trouve leur méthode vraiment inefficace. Yuman lui dit que bien sûr qu'il pensera ça, et pendant ce temps, tous les guérisseurs abandonnent. Ils se rassemblent en un seul endroit, et les fantômes les encerclent, mais c'est ce que Zeno voulait, et il utilise le sort de haute guérison pour tous les vaincre d'un coup. Tout le monde est choqué par cela, mais Kresn s'empresse de s'attribuer le mérite comme il s'empare de la crème de Goldran. Il dit à tout le monde que c'est lui qui a vaincu les fantômes, et tout le monde le croit, même quand Yuman essaie de leur dire que c'est Zeno qui les a vaincus. Zeno, quant à lui, s'en moque complètement, et même quand Kresn lui crie au visage qu'il ne l'acceptera jamais, il n'en a rien à faire. Kresn est frustré et commence à partir, mais Zeno lui dit qu'ils n'ont pas fini avec les monstres. À peine a-t-il dit cela qu'une énorme explosion secoue le sol, et un roi zombie géant en sort. Les guérisseurs en ont peur, mais ils se tournent immédiatement vers Kresn et lui disent qu'ils ont toute confiance en sa capacité à le vaincre. Kresn ne peut pas leur dire qu'il a menti plus tôt, et il se tourne vers Yuman pour demander de l'aide, mais elle se moque de lui et lui dit de montrer à quel point les membres de la faction Goldran sont compétents en combattant le monstre seul. Kresn se tourne alors vers Zeno, qui pense sincèrement qu'il peut affronter le monstre seul, alors il dit aussi qu'il n'interviendra pas. N'ayant pas le choix, Kresn court vers le zombie, tremblant de peur. Il le frappe avec un sort de haute guérison, mais cela ne fait qu'une petite blessure sur le corps du zombie qui guérit instantanément. Kresn panique parce que son sort le plus puissant était inutile, et alors le roi zombie commence à l'attaquer. Il fait de son mieux pour esquiver les attaques, et cela intrigue Zeno. Il demande à Yuman pourquoi Kresn ne contre-attaque pas, et elle lui dit qu'il mentait plutôt quand il disait pouvoir s'en charger. Elle demande à Zeno de ne pas l'aider tout de suite parce qu'il mérite de souffrir pour son attitude désagréable, mais il réalise que Yuman aime Kresn mais qu'elle est une tsundere qui ne peut pas admettre ses sentiments. Juste à ce moment-là, Kresn est frappé par le roi zombie, qui l'attrape fermement, écrasant tous ses os. Alors qu'il est sur le point d'être mangé, Kresn supplie de l'aide, et Zeno répond en utilisant une compétence de très haut niveau appelée méga guérison qui remplit l'air de dizaines d'orbes de guérison colorés qui vaporisent instantanément le monstre géant. Après cela, Kresn et Yuman recommencent à se quereller, mais Zeno pense que les monstres morts-vivants sont attirés par les monstres morts-vivants plus forts. Alors que les gens normaux pourraient penser que les fantômes étaient rassemblés au cimetière à cause du roi zombie, il réalise que le roi zombie lui-même est apparu ici parce que le monstre mort-vivant le plus fort, Carmela, est à l'hôpital en ce moment. Bientôt, Zeno retourne à son dortoir, où il explique à Carmela la théorie selon laquelle les monstres morts-vivants sont attirés par les morts-vivants plus puissants. Elle se montre fière en entendant cela et déclare « Ça doit être parce que son aura et ses points RZ sont hors de ce monde, et les monstres ne peuvent pas s'empêcher de venir vers elle-même après leur mort. » Elle devient ensuite sérieuse et demande à Zeno s'il prévoit de la renvoyer, et il répond que, vu que sa présence peut causer des problèmes partout, il vaut mieux qu'il la garde à ses côtés. Pendant que Lily commence à imaginer Zeno lui dire la même chose, Carmela est stupéfaite car personne ne lui a jamais demandé de rester à ses côtés depuis qu'elle est devenue une spectre. Le lendemain, Kresn va remettre son rapport à son supérieur, qui a entendu des histoires des étudiants sur la façon dont Kresn a sauvé tout le monde pendant la mission d'exorcisme. Le supérieur dit à Kresn qu'il a bien agi, mais comme il a sauvé tout le monde, cela signifie que Zeno n'a rien fait et qu'il ne mérite pas de rejoindre la faction du professeur Goldran. Le supérieur demande à Kresn de garder un œil sur Zeno au cas où, mais le connard roux semble finalement avoir un peu de conscience. Il avoue nerveusement à son supérieur que c'est Zeno qui a vaincu la horde de fantômes et le roi zombie géant. Sur ce, il quitte le bureau, se maudissant d'avoir laissé passer une si belle occasion d'attirer l'attention de Big Daddy Goldran. Mais il est aussi content d'avoir pu rendre l'appareil à Zeno pour lui avoir sauvé la vie. Peu après, Ernardo informe Zeno que le laboratoire Goldran le cherche, ce qui signifie que ses exploits héroïques pour avoir exorcisé le roi zombie ont suffi à le faire accepter. Zeno est surpris car il était sûr que Kresn allait s'attribuer tout le mérite, mais Ernardo lui dit que cela n'a plus d'importance. Il explique que même s'il a attiré l'attention du laboratoire Goldran, ce n'est que le début, et tant qu'il n'aura pas eu un entretien avec Goldran, il ne pourra pas parler de succès. Zeno se sent déjà épuisé en entendant cela, mais Ernardo lui dit que Goldran est la personne la plus importante et la plus occupée de l'hôpital royal en ce moment, et qu'il ne prend pas de temps pour n'importe qui. Zeno dit qu'il déteste les gens qui se croient trop importants, mais Ernardo lui répond que l'autorité et la hiérarchie sont très importantes pour Goldran. Zeno pense qu'Ernardo devrait être le supérieur de Goldran dans ce cas,
car c'est un guérisseur d'élite, mais Ernardo répond que ce n'est pas toujours le cas. Pour commencer, il a obtenu le titre de guérisseur d'élite en développant des médicaments, ce qui n'est pas la même chose qu'être un bon guérisseur. Et deuxièmement, Goldran a une énorme influence politique. Zeno n'a pas vraiment envie de trop réfléchir à tout ça, alors il décide de se rendre d'abord au laboratoire Goldran. Il s'avère que Goldran lui-même est présent à l'entretien, et il commence par demander à Zeno ce qu'il sait faire. Zeno répond qu'il ne sait que guérir, et Goldran n'est pas satisfait de sa réponse. Il dit que les guérisseurs ont un statut spécial dans ce pays et ont eu la plus grande influence sur son histoire. C'est une nouvelle pour Zeno. Puis Goldran déclare qu'il prévoit bientôt de rejoindre la classe dirigeante pour que les guérisseurs obtiennent le profit qu'ils méritent. Il dit que tout le monde n'est pas égal et que ceux qui ont de l'argent devraient être mieux traités que ceux qui n'en ont pas. Goldran demande ensuite à Zeno de dessiner le cercle de guérison qu'il a dessiné en classe afin qu'il puisse vérifier ses compétences. Il dit que s'il peut prouver ses compétences maintenant, il l'accueillera dans sa faction et fera en sorte qu'il atteigne des sommets justifiant son potentiel. Zeno dessine immédiatement le cercle de guérison sur un morceau de papier, et Goldran est stupéfait en le voyant. Bien qu'il cache ses expressions, il commence à parler des différentes écoles de dessin des cercles de guérison, mais qu'ils doivent respecter les bases pour qu'ils les acceptent. Il étudie le cercle fait par Zeno, le qualifiant d'inhabituel et de nouveau, mais il constate qu'il respecte les bases. Pour cette raison, il décide de le recruter dans son laboratoire. Et dès que le professeur sort de la pièce, Zeno pousse un soupir de soulagement. Le lendemain, Goldran commence sa marche de pouvoir à travers l'hôpital royal avec ses disciples derrière lui, et Zeno ne comprend même pas ce qu'il est censé faire. Kresn le repère et lui dit de se mettre en ligne et d'avoir l'air confiant comme tout le monde. Zeno ne se souvient même pas de son nom, mais Kresn lui dit d'être reconnaissant qu'il ait recommandé son nom pour rejoindre le laboratoire. Zeno lui demande pourquoi il a fait ça, et Kresn révèle qu'il va l'utiliser pour gravir les échelons de la faction Goldran, même s'il est au niveau le plus bas pour l'instant. Quoi qu'il en soit, Zeno apprend que Goldran fait des rondes régulières dans l'hôpital avec ses disciples pour accumuler des points d'aura, et qu'il ne visite que les patients riches pour gagner du temps. Zeno trouve cela assez inefficace, mais il est aussi curieux de savoir comment Goldran travaille, alors il décide de couper la file pour voir de plus près. Il se précipite vers la chambre et trouve Goldran en train d'examiner un homme avec une cheville tordue. Il appelle immédiatement 3 de ses disciples et puise de la magie en eux pour guérir l'homme, et Zeno est surpris car il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Il retourne à la fin de la file, où Kresn lui reproche d'avoir fait des choses stupides dès son premier jour. Zeno lui demande quelle est cette technique bizarre que le professeur a utilisée, et Kresn le traite de sandwich idiot pour ne même pas savoir ça. Il explique que la méthode de transfert de santé est la spécialité de Goldran, dans laquelle il transfère la force vitale d'une personne en bonne santé à une personne blessée pour la faire se sentir mieux. De cette façon, les guérisseurs peuvent traiter des blessures graves même s'ils ne sont pas très puissants. Mais guérir des blessures graves nécessite plus de donneurs pour donner leur force vitale afin qu'ils ne subissent aucun effet négatif autre qu'un peu de fatigue. Zeno est vraiment impressionné par cela et dit que c'est sûrement pour ça que Goldran a besoin d'autant de disciples, mais Kresn lui dit qu'il y a une autre raison. L'ancien directeur de l'hôpital va bientôt prendre sa retraite, et une élection sera organisée pour pourvoir son poste. Goldran a déjà assez d'influence pour gagner l'élection, mais il veut quand même rassembler plus de disciples pour montrer sa puissance à tout le monde. Zeno le remercie pour l'info et lui demande s'il sait quelque chose sur le type appelé Alfred. Kresn est un peu énervé en entendant ce nom car Goldran avait de grands espoirs pour lui, mais il a disparu sans laisser de traces. Zeno demande des détails, et Kresn ne peut que lui dire qu'il a été invité à un dîner où Goldran avait convoqué tous ses favoris, puis il a soudainement disparu. Plus tard dans la journée, Zeno donne toutes les informations à Ernardo et pense que son travail est terminé, mais Ernardo lui dit que ça ne fait que commencer. Il demande à Zeno de devenir l'un des favoris de Goldran pour qu'il puisse être invité au prochain dîner, et ainsi, il pourrait trouver plus de preuves. Zeno dit qu'il veut juste rentrer chez lui, mais il décide de finir le travail pour en savoir plus sur son maître. Ernardo est content de l'entendre, et en se levant, il laisse tomber intentionnellement quelques pièces sur le sol. Il demande à Zeno s'il était pressé d'aller à un événement important et n'avait pas le temps de ramasser toutes les pièces, laquelle ramasserait-il en premier ? Il en vient immédiatement au fait et demande à Zeno s'il pense que la vie des différentes personnes a des valeurs différentes, comme les pièces. Avant que la conversation ne puisse continuer, Yuman arrive pour chercher Ernardo pour une réunion, et il dit à Zeno de bien réfléchir à sa réponse. Le lendemain, Zeno est de nouveau jumelé avec Kresn, qui lui dit que leur travail aujourd'hui est de s'occuper du chien de Goldran. Zeno lui demande si c'est tout ce qu'il fait au laboratoire, et il s'avère que Kresn n'est vraiment que le nounou du chiot. Cependant, il ne cesse de rêver de gravir les échelons et de devenir quelqu'un de proche de Goldran pour pouvoir profiter d'un style de vie luxueux. Zeno est un peu confus par cela car, pour lui, être un guérisseur consiste avant tout à soigner les gens. Kresn dit qu'en théorie, ça devrait être comme ça, mais que le monde réel est différent. Il admet qu'autrefois, il était aussi plein d'espoir et pensait qu'il sauverait beaucoup de gens dans le futur,
Mais il a vite appris que même la magie de guérison a ses limites. Il dit qu'avoir de l'argent et du pouvoir est mieux que des capacités de guérison quand soudain, un ivrogne arrive et demande s'il promène encore le chien de Goldrant aujourd'hui. Kresn confirme en saluant l'homme nommé Bon, qui dit qu'il déteste vraiment ce chien à l'air suffisant et trébuche en retournant à sa planque. Zeno demande à Kresn des informations sur l'ivrogne et apprend qu'il est le premier secrétaire de Goldrant. Il ne fait même pas beaucoup de travail, mais comme c'est un vieil ami, Goldrant ne le vire pas ni ne le rétrograde. Juste à ce moment-là, Bon lance une bouteille à Kresn, lui disant de l'attraper. Kresn ne peut pas réagir à temps, et la bouteille tombe au sol, se brisant près du chien, qui est effrayé et s'enfuit. Kresn et Zeno le poursuivent, mais ils sont trop tard car il atteint la rue principale et se fait renverser par une calèche. Kresn se précipite immédiatement vers le chien et lance un haut soin sur lui, mais il est incroyablement inquiet car la blessure laissera une cicatrice, et Goldrant le punira certainement pour ça. Zeno a pitié de Kresn et lance une magie de guérison basique sur le chiot, effaçant toutes les cicatrices sur son corps. Kresn panique parce que faire quelque chose comme ça demande un sacré niveau de compétence, mais Zeno lui dit que ce n'était qu'une magie de guérison normale. Il prend ensuite le chien, disant qu'il vaut mieux le laisser se reposer pour la journée, et Kresn court après lui, lui disant d'arrêter de lui voler son travail. Plus tard, Yuman propose à Zeno de faire une promenade, et il se rend vite compte qu'elle a quelque chose à lui dire. Il lui demande d'arrêter de perdre du temps et de dire ce qu'elle veut, et Yuman s'excuse immédiatement auprès de lui. Elle dit que si elle était plus compétente, elle aurait suffisamment attiré l'attention de Goldrant, et Zeno n'aurait pas été entraîné dans cette histoire. Elle se sent coupable pour ça, mais Zeno lui dit que ça va parce qu'il va recevoir un paiement de la part d'Hernardo. Plus que ça, il est content que grâce à cet incident, il ait eu la chance d'entrer dans un hôpital royal, et bientôt il en saura plus sur son maître. En parlant de ça, Yuman demande à Zeno des informations sur son maître, et il ne peut pas dire quel genre de personne il était. Cependant, il dit fièrement qu'il doit sa vie à son maître, qui lui a appris plus que la magie de guérison. Yuman dit qu'Hernardo est la même chose pour elle, car il l'a encadrée de près depuis qu'elle a décidé de devenir guérisseuse. Elle révèle accidentellement trop de détails personnels sur Hernardo, comme le fait que sa petite amie s'est enfuie parce qu'il était trop obsédé par ses recherches, et Zeno lui demande comment elle sait tout ça. Yuman révèle soudainement qu'Hernardo est en fait le frère cadet de sa mère et son oncle, mais qu'elle n'a pas été bénie par le talent comme lui. Zeno lui demande sur quoi elle fait des recherches, et Yuman dit qu'elle travaille sur le stockage des médicaments, ce qui est assez ennuyeux. Zeno est d'accord avec elle mais lui dit que son maître disait souvent que les choses les plus importantes dans la vie sont souvent ennuyeuses. Ils commencent à discuter librement après ça quand soudain Carmela intervient de derrière, disant que Zeno a trouvé une autre femme potentielle. Yuman est confuse par cette voix qui vient de nulle part, mais Zeno lui dit de ne pas y prêter attention car ce n'est rien. Peu après, il retourne au dortoir quand Kresn arrive en courant vers eux. Il s'agenouille devant Zeno, implorant son aide car il est vraiment dans le pétrin, et bien que Zeno en ait déjà marre de lui, Carmela lui dit que ça pourrait devenir intéressant. Les raisons qui ont poussé Kresn à supplier Zeno ont commencé quelques heures plus tôt quand Goldrant est revenu d'une réunion avec un noble puissant qu'il a toujours soutenu. Le noble lui a demandé de jeter un œil à sa fille, qui avait développé une éruption cutanée sur le visage, et qui grandissait chaque jour. Goldrant a immédiatement réalisé que c'était une maladie appelée Haute-Face, et le noble l'a supplié de soigner sa fille. Goldrant savait que la maladie n'était pas mortelle, mais pour enlever la cicatrice sur le visage de la fille, il devrait le couper complètement avant de le guérir. Il y avait un risque qu'une cicatrice permanente reste sur le visage de la fille à cause de ça. Mais Goldrant était confiant qu'avec assez d'étudiants pour lui donner leur force vitale, il pourrait tout réparer comme si rien n'était. Cependant, le problème était que la fille refusait de laisser les gens voir son visage marqué, et Goldrant était tendu car il ne pouvait pas l'aider sans amener beaucoup de monde avec lui. Alors qu'il se demandait quoi faire, il a décidé de faire une pause et de passer du temps de qualité avec son chiot, car ça l'aide toujours à se détendre. Dès qu'il a quitté son bureau, il est tombé sur son assistant ivre, qui lui a ricané en disant que son petit chiot mignon s'était fait renverser par une calèche. Goldrant est devenu fou de rage en entendant ça, mais l'ivrogne lui a dit que les nounous qu'il avait assignés avaient guéri le chien, donc elle allait bien. Goldrant s'est immédiatement précipité dans sa chambre après avoir confirmé avec des personnes plus dignes de confiance que son animal avait vraiment eu un accident. Mais quand il l'a vu complètement indemne sans même une égratignure sur le corps, il a été stupéfait. Il a pensé que la personne qui avait guéri son chien sans laisser de blessure pourrait faire la même chose avec la fille du noble, et c'est comme ça que le nom de Kresn s'est retrouvé impliqué dans l'affaire. Revenons au présent, Zeno décide d'écouter sa demande avant de prendre une décision, et ils vont dans sa chambre où Kresn révèle les détails. Il dit à Zeno que Goldrant lui a demandé de guérir le visage de la fille d'un des 7 grands nobles, et s'il foire ça, il ne réussira jamais. Zeno lui dit de simplement enlever le tissu déformé sur le visage de la fille avant de le guérir, mais Kresn soupire en lui disant que les gens normaux ne peuvent pas faire ça. Il est trop énervé, mais Yuman lui demande pourquoi Goldrant a demandé à quelqu'un comme lui de s'occuper d'un cas aussi important. Il essaie d'avoir l'air confiant en disant que Goldrant l'a enfin remarqué,
mais Human dit que c'est des conneries. Kresn se met à pleurer en avouant que quand Goldran a demandé qui s'occupait du chien, son nom est sorti. Human lui demande pourquoi il a dû s'approprier le mérite s'il n'a pas les compétences pour le justifier, et Kresn répond qu'il a déjà fait une erreur pendant l'incident du roi zombie. Il dit que comme il a déjà admis être inutile une fois, il était sûr que si le secrétaire découvrait qu'il était encore inutile cette fois, il serait viré du groupe. Il supplie Zeno de l'aider quand Lily arrive avec du thé. Human la présente comme la sœur de Zeno, mais en voyant à quel point elle est collante, Kresn se demande s'ils sont dans une relation à Alabama. Quoi qu'il en soit, il essaie d'être en bon terme avec Lily pour que Zeno soit enclin à l'aider, mais Lily ne veut rien avoir à faire avec un perdant comme lui. Le lendemain, le noble convoque soudainement Goldran car une urgence est survenue, et le professeur emmène Kresn et Zeno avec lui. Le noble explique que sa fille, Charlotte, refuse l'opération car elle ne veut aucune imperfection sur son visage. Elle s'est enfermée dans sa chambre et refuse de laisser qui que ce soit la voir, et le noble est vraiment inquiet pour elle. Il dit à Goldran qu'il est la seule personne en qui il a confiance pour la convaincre qu'elle ira bien, et Goldran accepte nerveusement la demande. Le noble conduit les guérisseurs à la chambre de sa fille, où il lui demande de laisser Goldran examiner son état. Goldran demande aussi à Charlotte de lui faire confiance pour le traitement, mais elle lui dit qu'elle ne laissera personne approcher une lame de son visage. Elle s'avère être une narcissique paranoïaque qui pense qu'une fille d'une famille noble rivale a orchestré tout ça par jalousie envers sa beauté, et que tout le monde est là pour abîmer son visage. Kresn décide de s'adapter à son niveau de délire et dit à Zeno qu'il va convaincre Charlotte pour l'opération, et une fois guérie, elle tombera amoureuse de lui et il épousera dans la noblesse. Zeno lui dit d'y aller, et Kresn demande la permission à Goldran de parler à la fille. Cependant, Charlotte lui dit qu'elle n'est pas si désespérée qu'elle parlerait avec un simple assistant et lui dit de dégager. Sans autre choix, Goldran fait signe à Zeno d'essayer, et il soupire avant d'aller à la porte. Il est complètement décontracté avec Charlotte et lui dit que c'est bon si elle ne veut pas d'opération car n'importe qui aurait peur de se faire couper le visage pour une raison quelconque. Il lui dit que l'excroissance sur son visage ne lui causera pas de problème de santé, donc elle n'a pas à l'enlever si elle ne veut pas. Il commence ensuite à la dégoûter, disant que l'excroissance pourrait prendre la forme d'un vieux visage humain, et que certaines personnes s'y attachent tellement qu'elles lui donnent un nom humain. Zeno dit que son rôle est terminé avec ça, et alors qu'il se retourne, Charlotte ouvre la porte car elle a maintenant peur de laisser l'excroissance sans traitement. Elle laisse tout le monde entrer et demande si c'est vrai que l'excroissance sur son visage va bientôt ressembler au visage d'une vieille dame. Kresn lui dit avec empressement que c'est vrai, mais Charlotte lui dit de se taire car elle ne peut pas entendre sa voix moche sans saigner des oreilles. Goldran intervient pour limiter les dégâts et confirme ce que Zeno a dit à Charlotte, et elle lui demande ce qu'elle peut faire pour éviter ça. Il lui dit que la seule façon de traiter l'eau de face est l'opération, mais Charlotte se met à crier, disant qu'elle ne veut pas d'opération et qu'elle ne veut pas devenir moche non plus. Tout le monde essaie de la convaincre que c'est le seul choix, mais Charlotte leur demande s'ils peuvent garantir qu'il n'y aura pas de cicatrice après la blessure, car elle n'acceptera l'opération que si quelqu'un peut parier sa vie dessus. Ne recevant aucune réponse, elle quitte la pièce en colère, et Goldran fait à nouveau signe à Zeno de lui parler car il semble être bon pour gérer les enfants gâtés comme elle. Zeno la suit jusqu'au balcon, où il trouve Charlotte en train de regarder sa collection d'oiseaux. Elle a perdu toute son arrogance et est devenue dépressive, mais Zeno ne fait pas trop attention à elle car il remarque un oiseau blessé. Il décide de l'examiner, et Charlotte lui dit qu'elle l'a trouvé dans le jardin hier. Elle dit que l'oiseau ne pourra plus jamais voler, et comme lui, elle ne pourra plus jamais avoir de vie sociale. Zeno lui demande si elle veut aller mieux, et Charlotte lui crie de la laisser tranquille. Cependant, Zeno lui dit que si elle veut aller mieux, elle est une patiente, et il aidera toute patiente sans se soucier de son statut social. Sur ce, il laisse l'oiseau qu'il a soigné s'envoler, et Charlotte est stupéfaite. Alors que l'oiseau atterrit sur sa main, Zeno lui demande à nouveau si elle veut aller mieux et vivre sa vie normalement, et elle accepte de subir l'opération. Peu après, Charlotte est endormie dans une salle d'opération improvisée, et dès que le noble part, Goldran dit à Kresn et Zeno que si cette opération échoue à cause d'eux, ils le regretteront toute leur vie. Kresn tremble en disant qu'il fera de son mieux, et Zeno lui demande alors de lui laisser faire l'opération. Kresn lui demande s'il a déjà fait ça avant, et Zeno répond qu'il a soigné un os de face une fois quand il était enfant. Kresn n'a aucune idée de ce qu'il veut dire, mais il fait confiance à Zeno. Juste à ce moment-là, Goldran leur dit de se dépêcher et demande à Kresn de commencer l'opération, pensant toujours que c'est lui qui a guéri son chien. Kresn prend un scalpel, et Zeno est surpris de voir que les autres guérisseurs utilisent des outils et non des monolames pour les opérations. Il dit à Kresn d'arrêter de trembler comme une merde car ça augmenterait le risque de blessure. Kresn répond que l'opération est classée A+ en difficulté et essaie de se calmer en se rappelant ce que dit le manuel sur les racines du tissu de face. Cependant, Zeno fait un scan rapide avant ça, disant à Kresn que l'emplacement des racines peut varier et qu'il ne devrait pas se fier uniquement au manuel. Il lui donne l'emplacement exact des racines, et Kresn n'arrive pas à croire qu'il puisse trouver tout ça sans même toucher le patient. Juste alors, l'impatient Goldran leur dit de commencer à travailler,
et Zeno dit à Cresne de suivre ses instructions. Grâce à ces instructions précises, Cresne parvient à enlever les racines du visage de Charlotte, et même Goldrand est impressionné. Cependant, alors que Cresne s'apprête à enlever le dernier morceau de la maladie du visage de Charlotte, il remarque que les racines sont entrelacées avec des nerfs, et qu'il doit les couper pour les enlever. Lui et Goldrand paniquent car réparer des nerfs endommagés est incroyablement difficile, et il y a de fortes chances que le visage de Charlotte soit déformé s'il coupe ses nerfs. Ils débattent pour savoir s'ils doivent la soigner maintenant et l'emmener à l'hôpital pour une seconde opération, mais Goldrand décide que laisser des racines d'eau de face dans le visage de la fille causerait de plus gros problèmes. Il ordonne à Cresne de couper les nerfs pour enlever les racines, car ça minimisera les dégâts comparé à laisser les racines intactes. Il prend soudain un couteau et coupe les nerfs de Charlotte avant de commencer à crier sur Cresne, l'accusant d'avoir coupé les nerfs sur le visage de la fille. Le noble arrive à la porte pour demander si tout va bien, et Goldrand lui dit que son stupide promeneur de chien a ignoré ses instructions et coupé les nerfs sur le visage de la fille. Il dit qu'ils doivent emmener Charlotte à l'hôpital immédiatement pour essayer de réparer les dégâts, mais qu'elle ne ressemblera plus jamais à avant. Cresne panique en réalisant qu'il est utilisé comme bouc émissaire, et le noble est aussi nerveux. Cependant, Zeno intervient juste à ce moment-là, disant à tout le monde qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter car ils ont juste besoin de reconnecter le nerf coupé. Il dit qu'ils n'ont même pas besoin d'aller à l'hôpital pour ça car c'est une petite tâche, et Goldrand est abasourdi en entendant ça. Zeno, cependant, l'ignore et va rapidement vers Charlotte, créant une manablade pour enlever les dernières racines de la maladie de son visage avant de la soigner en une seconde. Goldrand et Cresne sont sidérés en le regardant, mais Zeno a fini avant même qu'il puisse poser des questions. Quelques heures plus tard, Charlotte se réveille et se met à pleurer en voyant que son visage est redevenu normal. Son père crédite Goldrand pour le succès de l'opération, mais Charlotte se souvient vaguement de l'intervention de Zeno sur elle, et elle s'intéresse beaucoup à lui. Le lendemain, Zeno aide dûment à déplacer des caisses de médicaments expérimentaux sur lesquels Ernardo travaille. Ernardo arrive aussi au stockage à ce moment-là et commence à interroger Zeno sur l'opération de la fille noble. Il répond que ça s'est bien passé, et Ernardo est confiant que ça fera que Goldrand fera attention à lui. À ce moment précis, Cresne arrive en courant et dit à Zeno que Goldrand les a invités tous les deux à son dîner ce soir, et Ernardo félicite Zeno, lui disant qu'il est un pas plus près d'accomplir sa mission. Bientôt, le dîner est organisé dans le manoir de Goldrand. Il commence son discours en annonçant à tout le monde que l'actuel directeur de l'hôpital prendra sa retraite le mois prochain et que l'élection du nouveau directeur aura lieu peu après. Il est convaincu d'avoir déjà suffisamment de voix pour devenir le prochain directeur, et en plus de cela, il bénéficie également du soutien des nobles. Cresne est tout excité à cette idée, mais Zeno et Lily lui disent tous deux d'arrêter de se comporter comme un idiot. Quoi qu'il en soit, Goldrand termine son discours et invite tout le monde à profiter de la soirée. Dès qu'il a terminé, Cresne décide de trouver un mécène qui pourra l'aider à gravir les échelons de l'entreprise, et Zeno pense qu'il devrait également commencer à rassembler des indices. Il entame la conversation avec les différents invités de la soirée tout en repensant à la disparition d'Alfred après une soirée similaire. La seule chose qu'il trouve intéressante, c'est qu'à la fête, Alfred s'occupait de Bon, le premier secrétaire alcoolique de Goldrand. Zeno s'approche donc de l'ivrogne, qui ne veut pas être dérangé. Zeno s'en moque et lui demande s'il se souvient d'un certain Alfred qui était à cette fête la dernière fois. Bon se souvient de lui, car il lui a apporté de l'eau après qu'il se soit saoulé. Zeno lui demande s'il se souvient de quelque chose de particulier à son sujet, et Bon répond qu'il a bu jusqu'au lever du soleil ce jour-là. Il devient soudainement un peu sombre en disant qu'Alfred était un bon garçon, car la plupart des gens ne lui prêtent aucune attention depuis que Goldrand le traite publiquement de menteur. Zeno est curieux de connaître la relation entre Goldrand et Bon, mais Lily décide de lui poser directement la question. Elle demande à Bon pourquoi Goldrand lui a donné le poste de secrétaire en chef s'il le déteste, ce qui le contrarie et le fait s'éloigner. Zeno pense qu'ils ne peuvent rien obtenir de lui, mais Lily lui dit que l'alcool peut tout faire et qu'il suffit de rendre Bon encore plus ivre. Elle commence à lui servir des verres tout en le qualifiant de personne extraordinaire, et Bon se met à raconter qu'il a toujours voulu être photographe quand il était jeune. Zeno demande à Lily ce qu'elle est en train de faire, et elle répond que Carmela lui a appris que si une jolie fille fait des compliments à un homme tout en lui servant à boire, il baissera sa garde et racontera tout. Zeno est déçu, mais il décide de s'occuper de Carmela plus tard. Il demande à Bon ce qui s'est passé après qu'Alfred lui ait apporté de l'eau, et celui-ci répond qu'ils sont sortis prendre l'air. Zeno décide de faire la même chose dans l'espoir que Bon se souvienne de plus de détails sur cette journée, mais au lieu de cela, l'ivrogne le confond avec Goldrand. Il commence à raconter comment Goldrand va devenir membre de la royauté après être devenu directeur de l'hôpital et dit qu'il va encore une fois marquer des points grâce au noble nommé Fenel. Zeno est curieux et lui demande ce qu'il entend par « encore une fois », et Bon lui demande s'il a oublié le jour, il y a 13 ans, qui a tout changé. Zeno fait semblant de s'en souvenir, et Bon continue de bredouiller qu'après avoir travaillé dur pendant des années sur ses recherches, Goldrand a eu sa chance uniquement grâce à une explosion et à leur Fenel.
Il dit que Fennel a aidé Goldran à obtenir le poste de médecin à l'hôpital, et qu'il va maintenant l'aider à devenir directeur. Bon s'évanouit, et Zeno décide de le laisser dormir, car il est sûr qu'il ne leur dira rien à son réveil. Il retourne au manoir avec Lily et lui dit que même s'il a rassemblé toutes les informations possibles, il a l'impression qu'il manque quelque chose. Soudain, Carmela apparaît derrière lui et lui dit qu'elle peut l'aider. Zeno panique et lui demande ce qu'elle fait dans un endroit rempli de guérisseurs. Carmela lui répond qu'elle est déjà morte et qu'elle n'a donc rien à craindre. Lily lui demande si elle a trouvé ce qui leur manque, et Carmela lui répond qu'elle a entendu les divagations ivres de Bon plus tôt et que cela lui a donné une idée. Pendant ce temps, Zofia, Linga et Lo sont chez Zeno, attendant son retour. Ils n'ont même pas la motivation de se battre entre eux en l'absence de Zeno, quand soudain, l'un des subordonnés de Zofia arrive en courant. Il l'informe que son frère a eu un grave accident dans les ruines et qu'il est maintenant à l'article de la mort. Zofia panique et se demande quand Zeno va revenir, mais les autres filles lui disent qu'il sera trop tard si elle l'attend. Zofia ne sait pas si elle doit emmener son frère à l'hôpital, car cela pourrait compromettre la mission secrète de Zeno, mais les autres filles lui disent qu'elle n'a pas le temps de s'inquiéter pour ça, car elles ont une urgence à gérer. D'autre part, Carmela raconte à Zeno comment Goldran était un chercheur insignifiant jusqu'au jour où il a rencontré Fennel. Elle lui demande de faire le lien entre les deux hommes et l'explosion dont Bon a parlé, et Zeno répond que Fennel a dû être blessé dans une explosion et que Goldran l'a soigné. Carmela répond que cela serait vrai en temps normal, mais qu'il n'y aurait alors pas besoin de cacher cette histoire au monde entier. Elle ajoute qu'une explosion causerait des blessures très graves, mais que Fennel était en parfaite santé lorsque Zeno l'a rencontré. Elle lui demande si un rétablissement aussi complet est possible et précise qu'il s'agit d'une exception, donc que cela ne compte pas. Elle demande si Goldran aurait pu guérir Fennel complètement, mais Zeno ne le pense pas. Soudain, Lily émet une hypothèse. Elle pense que le jour de l'explosion, quelqu'un d'autre a guéri Fennel, mais qu'il a quitté les lieux avant que le noble ne se réveille. Goldran est arrivé sur place entre-temps, et Fennel a pensé que c'était lui qui l'avait soigné. Goldran s'est attribué le mérite, mais Bon a tout vu et s'en est servi pour le faire chanter afin qu'il lui cède le poste de premier secrétaire. Tout cela semble logique pour Zeno, mais il demande en quoi cela est lié à la disparition d'Alfred, et Lily avance une autre théorie. Elle dit que Bon a peut-être révélé la vérité à Alfred lorsqu'il était ivre lors de la dernière fête, et qu'Alfred s'est caché pour éviter les conséquences de ce qui se passerait si la nouvelle venait à être divulguée. Elle est assez fière de ses talents de détective et pense qu'elle devrait peut-être ouvrir une agence de détective. À ce moment-là, Kresn vient les chercher, lui et Zeno, pour leur présenter des personnalités importantes qui sont prêtes à devenir ses mécènes. Il convainc Lily de venir les rencontrer, et une fois que Zeno et Carmela se retrouvent seuls, ils décident d'envisager d'autres possibilités. Zeno pense que s'il y a eu une explosion, il doit y avoir eu d'autres victimes que Fennel. Il pense que lorsque Goldran a trouvé les victimes, il a décidé de sauver Fennel parce qu'il serait celui qui l'aiderait le plus à l'avenir, et pour cela, il a absorbé la force vitale des autres blessés pour le guérir. Zeno dit que même si ce n'est pas un crime au sens légal, il est inacceptable de sacrifier d'autres personnes pour en sauver une. Il pense qu'Alfred était peut-être aussi l'une des victimes de l'explosion et qu'il a survécu d'une manière ou d'une autre et a développé une rancune contre Goldran après avoir appris la vérité. Carmela pense que sa théorie est plausible et lui demande ce qu'il compte faire ensuite. Zeno répond qu'il va simplement rapporter tout ce qu'il a découvert à Ern, qui décidera quoi faire de ces informations. Sur ce, il se rend dans le hall principal et trouve tout le monde en train de regarder dehors. Il se demande ce qui se passe et Kresn ne peut que lui dire qu'il semble y avoir une sorte d'agitation à la porte. Lily aperçoit soudain Yuman en train de parler aux gardes, leur disant qu'elle doit immédiatement entrer en contact avec Zeno. Les gardes lui répondent qu'elle ne peut pas entrer dans le manoir sans invitation et refuse même de transmettre un message à Zeno en son nom. À ce moment-là, Lo appelle Zeno à voix haute, et celui-ci panique, se demandant pourquoi elle est là. Zofia lui dit qu'il est trop imprudent d'attirer l'attention de cette manière, mais Linga et Lo lui répondent qu'ils n'ont pas le temps de prendre leur temps. Ils décident d'entrer dans le manoir, mais le racisme latent de Goldran se réveille à la vue des demi-humains, et il ordonne à ses gardes de les expulser. Les gardes se précipitent sur eux, mais Linga les met facilement à terre. Les trois filles entrent dans le manoir et aperçoivent Zeno debout sur le balcon. Tout le monde est perplexe quant à la façon dont l'étudiant-chercheur spécial connaît les demi-humains, mais Zeno se moque de sa réputation. Il demande à Lo ce qui s'est passé, et elle lui répond qu'il a été gravement blessé dans les ruines. Elle se rendait au dortoir pour le retrouver, mais heureusement, elles ont d'abord croisé Yuman, qui les a conduites ici. Zofia commence soudainement à s'excuser auprès de Zeno, disant qu'elle ne voulait pas perturber ses plans, mais qu'elle a besoin de lui pour sauver son frère. Zeno lui répond qu'il va descendre immédiatement, mais Goldran tente de l'en empêcher. Il lui demande s'il est fou de renoncer à la chance d'accéder à la gloire au sein de sa faction pour sauver de modestes demi-humains. Zeno lui répond qu'il se moque de sa faction et de devenir un membre de l'élite, car il est avant tout un guérisseur et qu'il soignera toute personne qui se présentera à sa porte. Goldran lui donne une dernière chance, mais Zeno rejette rapidement son offre. Il dit à Kresn qu'il est désormais seul,
puis il prend Lily dans ses bras avant de sauter du balcon. Kresn est abasourdi par cette décision, mais Goldrand s'approche alors de lui et lui dit qu'il ferait mieux d'être plus intelligent que cet idiot qui a gâché sa chance de réussir. Kresn est d'accord avec lui et dit que Zeno est un idiot d'avoir abandonné sa carrière, mais après avoir passé du temps avec lui et l'avoir vu soigner des chiens et des nobles avec la même passion, il a réalisé qu'il y avait des choses plus importantes qu'une carrière. Kresn dit qu'il est stupide, arrogant et que tout le monde le déteste, donc peu importe ce qu'il fait. Il décide finalement de suivre Zeno et saute du balcon, disant à Goldrand qu'il démissionne de sa faction. Il court vers Zeno, disant qu'il va l'aider, mais lorsqu'il l'atteint, Zeno a déjà terminé le traitement. Kresn est déçu car il a l'impression d'avoir quitté la faction Goldrand pour rien, et Yuman le traite d'idiot. Cependant, elle lui dit qu'il est l'idiot le plus courageux qu'elle ait jamais vu et qu'elle a été très impressionnée par ce qu'il vient de faire. Les deux recommencent à se taquiner, et Zeno décide finalement d'adopter Kresn comme larbin. Le lendemain, il fait son rapport complet à Ern, qui confirme qu'Alfred lui a raconté qu'il avait eu un grave accident quand il était enfant. Tout le monde est sûr qu'il s'agit de la même explosion où Goldrand a sauvé Fennel, et Alfred veut se venger. Ern pense qu'il pourrait essayer de se venger le jour où Goldrand organisera une fête pour célébrer sa nomination au poste de directeur de l'hôpital, et Zeno lui dit que la fête aura lieu le lendemain. Ern décide d'assister à cette fête pour arrêter Alfred, puis remercie Zeno d'avoir accompli sa mission rapidement. Il lui dit que les formalités pour le libérer de ses fonctions à l'hôpital prendront encore un jour, et qu'il peut donc faire ce qu'il veut pendant ce temps. Il promet de payer ses frais et de lui parler du professeur une fois les formalités administratives terminées, ce qui ne pose aucun problème à Zeno. Ce soir-là, Yuman et Kresn organisent une fête d'adieu pour Zeno. Kresn se saoule lorsqu'il apprend la vérité sur Zeno, qui est en réalité un guérisseur clandestin chargé d'infiltrer la faction Goldrand. Il se met à pleurer car il ne sait plus quoi faire de son avenir, mais Zeno lui dit qu'il saura s'adapter à toutes les situations. D'autres chocs attendent Kresn après cela. Lily déclare qu'elle est la future épouse de Zeno, et il remarque également Carmela cachée derrière le placard. Carmela sort dès qu'elle est repérée, et Yuman panique en la voyant, mais elle est encore plus choquée lorsque Zeno lui assure que Carmela est un bon fantôme et qu'elle ne lui veut aucun mal. Le lendemain, alors que Zeno s'apprête à partir, Yuman lui dit qu'Ern a laissé une lettre contenant des détails sur son professeur dans son bureau. Ils se rendent tous les deux à son bureau, et alors que Yuman cherche la lettre, elle trouve à la place une étrange photo. Elle et Zeno sont tous deux choqués de la voir, et pendant ce temps, Ern arrive un peu trop tard à la fête de Goldrand, car l'arrogant poseur et tous ses élèves ont déjà été mis KO. Quelques minutes plus tôt, Goldrand savourait la gloire de son avenir lorsqu'il deviendrait directeur de l'hôpital, lorsque le noble Fennel arriva et lui dit qu'il était heureux de le voir enfin obtenir le poste qu'il méritait. Goldrand le remercia, mais cela le fit réfléchir à l'incident qui avait tout déclenché 13 ans plus tôt. Une explosion s'était produite dans une usine d'outils magiques, et Goldrand rentrait dans sa ville natale après que ses années de recherche n'aient donné aucun résultat. Il avait vu un noble blessé gisant sur le sol et avait décidé de le soigner, espérant que cela lui serait récompensé plus tard. Mais il ne savait pas que cet homme était l'un des 7 nobles les plus importants du pays. Étonnamment, c'était aussi la première fois qu'il réussissait à utiliser sa magie de transfert de santé, même si cela signifiait drainer la vie des autres victimes de l'explosion. Malheureusement pour Goldrand, Bon a pris une photo de cet incident et, pour le faire taire, il lui a offert le poste de premier secrétaire. Au moment où son histoire se termine, Goldrand voit Ern s'approcher de lui avec une bouteille de vin pour le féliciter. Goldrand se moque de lui demandant s'il est déjà là pour faire de la lèche au prochain directeur, mais Ern se moque de ce qu'il pense. Goldrand commence alors à parler de Zeno, qu'il pensait prometteur, mais qu'il a finalement déçu. Il raconte comment il a invité le garçon à l'un de ses dîners, mais que celui-ci a préféré partir soigner des demi-humains. Goldrand explique qu'un membre de sa faction ne peut pas donner la priorité à la guérison des paysans, car cela nuirait à leur statut social et politique, car toutes les vies n'ont pas la même valeur à ses yeux. Peu après, Fennel porte un toast en l'honneur de Goldrand et s'apprête à raconter l'histoire de la fois où il l'a sauvé il y a 13 ans, mais Goldrand l'interrompt, disant que cette histoire n'est pas nécessaire. Fennel dit simplement que Goldrand est vraiment humble et qu'il ne veut pas parler de ses exploits passés, puis lui demande de prendre la parole. Goldrand pense que c'est son apogée et lève son verre, trinquant à son brillant avenir. Au même moment, Zeno et Yuman trouvent une photo dans le bureau d'Ern, qui montre Goldrand en train de voler la force vitale d'autres personnes pour soigner Fennel. Yuman remarque le jeune Alfred sur la photo et est désormais certaine qu'il cherche à se venger, mais elle aperçoit ensuite le visage d'une femme qui la laisse complètement sous le choc. De retour à la fête, Goldrand reprend soudainement ses esprits après avoir été assommé. Il saigne de la bouche et se demande ce qui se passe lorsqu'Ern s'approche de lui. Alors que Goldrand se lève et constate que tous ses invités sont effondrés, Ern lui dit qu'il a empoisonné le vin que tout le monde buvait avec une toxine spéciale fabriquée maison. Il ajoute qu'ils mourront dans leur s'ils ne reçoivent pas immédiatement un traitement, mais que Goldrand a 2 heures maximum car il a reçu une dose plus faible. Goldrand panique et demande ce qu'il essaie de faire, et Ern répond qu'il recrée la scène de l'accident d'il y a 13 ans.
Le vieil homme est terrifié, se demandant comment Ern est au courant, et Ern lui répond que c'est grâce à Zeno, qui a trouvé une piste pour lui. Il dit qu'il est allé parler à Bon à ce sujet, et bien que celui-ci ait d'abord refusé de parler, un médicament et un peu d'alcool l'ont fait tout raconter. Ern ajoute qu'il a eu la chance de trouver une photo, ce qui fait pâlir Goldran, qui pensait avoir détruit tous les exemplaires de cette photo. Ern rappelle alors à Goldran qu'il a décidé de sauver Fennel il y a 13 ans, sacrifiant la vie de personnes qu'il considérait comme moins importantes. Goldran répond que tout le monde serait mort de toute façon, et Ern lui dit qu'Alfred faisait partie des blessés, mais qu'il a survécu. Ern révèle alors soudainement que sa fiancée faisait également partie des blessés, mais qu'elle est morte à cause du sort de transfert de santé de Goldran. Il demande maintenant à Goldran de prendre à nouveau la même décision, car, avec le nombre de personnes présentes autour de lui, il peut guérir complètement une personne du poison. Ern veut savoir qui il va sauver, mais Goldran pense qu'il peut obtenir l'antidote du poison auprès de lui. Soudain, Ern le choque en buvant lui-même le vin empoisonné, donnant ainsi à Goldran une autre option, car s'il croit qu'Ern possède l'antidote, il le sauvera en premier. Il s'avère que Goldran ne lui fait pas confiance du tout, et il décide de se sauver lui-même en premier, puis de soigner Fennel, car c'est la solution la plus avantageuse pour lui. Alors qu'il commence à absorber la force vitale des membres de sa faction pour se soigner, Ern lui dit qu'il a déjà plus de force vitale qu'eux et que s'il la sacrifie, il pourra sauver plus de gens. Goldran lui répond que sa vie vaut plus que la leur, ce qui met Ern en colère, mais soudain, le poison commence à faire effet sur lui. À ce moment-là, Zeno, Yuman et Kresn arrivent en courant et sont choqués de voir l'état de la salle. Ern leur demande ce qu'ils font là, et elle répond qu'elle a trouvé la photo dans son bureau et qu'elle y a vu sa fiancée, alors elle s'est précipitée ici, craignant qu'il ne fasse quelque chose. Pendant ce temps, Zeno remarque que tout le monde est empoisonné, et Ern commence à raconter son histoire tragique. Il raconte qu'il y a 13 ans, lui et sa fiancée étaient tous deux des guérisseurs débutants, pleins d'espoir et d'ambition. Cependant, lorsqu'il a découvert qu'elle était morte à cause d'une explosion, il a été dévasté. Il a essayé de surmonter sa mort en se consacrant à son travail, mais lorsqu'Alfred a assisté à la fête de Goldran et a découvert qu'elle n'était pas morte à cause de l'accident, il était furieux. Ern explique qu'Alfred a disparu immédiatement après lui avoir donné cette information, et qu'il n'avait donc aucune preuve pour se venger. C'est pourquoi il a engagé Zeno, dans l'espoir qu'il trouve Alfred ou au moins des informations sur le passé de Goldran. Yuman dit à Ern que c'est injuste d'agir ainsi, et avant qu'il ne puisse donner d'explication, Kresn se met à crier. Il dit à Ern qu'il perdrait aussi complètement la tête si quelque chose arrivait à sa petite amie, même s'il n'en a pas, mais qu'il est mal d'empoisonner des innocents qui n'ont rien à voir avec l'incident. Il crie sur Ern, lui demandant comment il peut essayer de faire du mal aux gens alors qu'il est guérisseur, et Zeno lui tapote le dos, disant qu'il va prendre le relais. Il rappelle à Ern le moment où il lui a demandé quelles pièces il ramasserait si des pièces d'or, d'argent et de bronze tombaient de sa poche, et Zeno a enfin la réponse maintenant. Il dit qu'il ramasserait toutes les pièces parce qu'il a grandi dans la pauvreté, et de la même manière, il sauvera tous ceux qui sont blessés. Ern panique et dit à Zeno qu'il n'y gagnera rien à faire cela, et il est d'accord. Cependant, il sait qu'une fois l'incident terminé, Ern deviendra un meurtrier de masse détesté, et Yuman en souffrira. Yuman devient émotive et lui demande s'il le fait pour elle, et Zeno répond que oui, que c'est pour se venger de la fête d'adieu, car c'était la première fois que quelqu'un était triste de le voir partir. Ern dit à Zeno que malgré ses meilleures intentions, il ne peut pas guérir un poison qu'il ne connaît pas, mais Zeno répond qu'il n'y a pas assez de temps pour trouver ce que contient le poison. Il commence simplement à soigner les patients un par un, et Ern lui dit que cela ne fera que réduire les dommages causés par le poison et ne le détoxifiera pas. Soudain, il se retrouve couvert par le sort de guérison de base de Zeno et comprend ce que celui-ci essaie de faire. Zeno lui explique que tous les poisons sont naturellement expulsés du corps après un certain temps s'ils ne tuent pas la personne avant. Il essaie simplement d'amener le corps de chacun à lutter contre le poison jusqu'à ce qu'il soit expulsé, et il s'agit simplement d'une compétition d'endurance entre sa magie et le poison. Yuman et Kresn se portent également volontaires pour aider, et Zeno leur dit de se concentrer sur ceux qui semblent les plus faibles. Ern est stupéfait, car le sort de guérison de base n'est même pas censé être lancé aussi longtemps, et Zeno lui répond qu'il n'a pas reçu d'éducation formelle, donc il ne sait pas cela. Ern commence alors à lui parler de sa fiancée, qui est devenue guérisseuse pour sauver des vies. C'était la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée, et Goldran est tout le contraire d'elle. Ern dit qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un connard comme lui devienne le prochain directeur, alors il a dû agir. Il commence à regretter d'avoir empoisonné tout le monde et remercie Zeno de l'avoir empêché de devenir un monstre. Ce dernier lui répond qu'il peut le remercier en lui versant une prime, car soigner autant de personnes n'est pas facile. Bientôt, tous les invités se réveillent les uns après les autres, et le poison a quitté leur corps. Cependant, Goldran n'est toujours pas guéri, et il ordonne à Zeno de le soigner également. Zeno répond qu'il ne reçoit d'ordre de personne, et bien que furieux, Goldran ne peut rien y faire. Il ordonne aux guérisseurs de sa faction de le faire à sa place,
mais ceux-ci se souviennent vaguement qu'il a essayé de voler leur force vitale pour se sauver alors qu'ils étaient inconscients. Il refuse de le soigner, et Zeno dit à Goldrant qu'il peut le faire pour une somme d'argent raisonnable. Il écrit un nombre avec plus de zéros que de filles dans sa vie, et Goldrant se plaint qu'il ne peut pas payer autant pour une simple guérison. Zeno lui dit que dans ce cas, c'est un adieu, et Goldrant accepte immédiatement son offre. Cependant, avant que Zeno ne puisse soigner cette ordure, Fennel arrive également et dit à Goldrant qu'ils parleront de cette affaire en détail plus tard, lui faisant réaliser qu'il va tout perdre. Peu après, Ern est emprisonné, et Zeno et Human viennent lui rendre visite. Ern se montre joyeux et distant comme toujours, surpris qu'ils aient obtenu si rapidement l'autorisation de le voir. Zeno lui dit qu'il a des contacts dans la garde royale, et à ce moment-là, Krish arrive, pensant que Zeno utilise l'excuse de rencontrer un condamné juste pour pouvoir la voir. Zeno décide de la laisser vivre dans son monde illusoire et dit à Ern qu'il a besoin de réponses à certaines questions. Human lui demande s'il a vraiment empoisonné les invités de la fête, et Ern répond que non, discrètement. Il a simplement fabriqué un produit chimique qui les assommerait et les paralyserait temporairement afin de recréer la scène d'il y a 13 ans et que Goldrant avoue ses crimes. Cependant, lorsqu'il a commencé à cracher du sang, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il était sûr de ne pas s'être trompé dans la composition de son produit chimique et a rapidement compris que quelqu'un d'autre avait empoisonné le vin en même temps que lui. Il pense qu'Alfred est derrière tout cela et qu'il se cachait parmi les invités effondrés pour voir comment les choses allaient se dérouler. Human se réjouit car cela signifie qu'Ern n'est pas coupable, mais il n'est pas d'accord. Il dit que même après avoir réalisé que tout le monde avait été empoisonné, il était prêt à les laisser mourir pour assouvir sa vengeance. Krish dit qu'avec les preuves en main et étant donné qu'Ern est ami avec Zeno, elle peut l'aider à être libéré rapidement, et Human lui demande de le faire. Après cela, ils partent, mais Ern arrête Zeno et lui dit d'être prudent. Il pense qu'il est peu probable qu'Alfred ait survécu même après que Goldrant lui ait volé sa force vitale, ce qui signifie qu'il n'est peut-être plus humain. Ern pense qu'Alfred ne cherche pas à se venger et que ses plans sont bien plus sombres, et comme Zeno l'a arrêté, il pourrait s'en prendre à lui ensuite. Zeno lui répond qu'il s'en moque et que si Alfred s'en prend effectivement à lui, il lui fera payer cher tous les problèmes qu'il a causés. Sur ce, il rentre enfin chez lui et reprend sa vie de guérisseur clandestin qui soigne tout le monde et tous ceux qui se présentent, moyennant finance. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et regarder la vidéo suivante sur votre écran.